Et bien bonjour à tous et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast mensuel qui sort bien en retard euh, Mm. parce que y a un connard parmi nous qui est parti en voyage et qui a perdu toutes ses affaires dont ses clés d'appartement dans cet appartement dans lequel il y avait, oh la phrase, dans lequel il y avait l'ordinateur qui sert d'enregistrer. Mm. J'espère que tu es fier de toi Théo. Ben écoute, je suis désolé, c'était pas prévu, mais non, c'était bien toi, Ryan. Voilà, c'est le prank. Oui, on vous a... On vous a bien eu là. Allez, C'était pas moi. en tout cas, merci de nous avoir écoutés ce mois-ci. Allez, et puis à la prochaine. Salut à tous. Et non, encore un prank. Ah, comme d'habitude, hein. Il est minuit encore une Voilà, fois. encore une fois, On le tourne. podcast le plus cringe que vous puissiez écouter. Donc, on est sur le podcast du mois de décembre. Donc oui, on vous le sort mi-janvier, mais après on reprend. Voilà, hein, le podcast du mois de janvier sortira début février. Mm. Ça change pas. On change pas une équipe qui. Gagne. Dernier podcast techniquement de 2023. Donc sur le mois de décembre. On vous a également sorti nos prédictions pour les Emmy Awards. Là, quand on tourne, c'est ce soir les Emmy Awards. Hein. Je devais vous les sortir, on l'a tourné il y a un mois et je devais le sortir avant, mais du coup, voilà, je n'avais pas le PC pour mettre en ligne. Euh, donc, on fera également des prédictions pour les Oscars. Mhm. Qui arrive un peu plus tard, donc ça ce sera le 10 mars, voilà, on vous le sortira déjà quand on aura les annoncés, hein, c'est forcément, sinon ça va être dur de prédire quoi. Mm. T'imagines un peu? Oui, oui, non, mais j'ai bien compris, oui. ce Oui, serait, ce serait cocasse quoi. oui, non, mais... Ouais, 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 ouais. On fera peut-être pour les Césars, on verra aussi. Et aussi, autre chose qu'on fera, alors les Césars c'est en février, donc on verra pour les Césars. Et autre chose qu'on Ouais. va faire, c'est notre top 10 de 2023. Donc là, il y a pas mal de podcasts qui vont sortir. Mm. Et puis après, on Là, reprendra un ça va rythme. envoyer sévère. Ça, vous êtes pas prêts. Hein. Ah là, attention, le rythme, il va changer là. Pas du tout. Et le rythme, il a changé. Tu le fais pas bien. Ouais, je viens de découvrir le même là. Donc, je rappelle le concept rapidement. Vas-y Théo. Alors, on vous présente nos films ou séries qu'on a vus ce mois-ci. Et on en fait un top 10, donc de la 10e position, la moins bonne, même si c'est pas forcément des mauvais films ou des mauvaises séries. Et le top 1, évidemment, la meilleure production, que ce soit série ou film, que nous avons vu ce mois-ci. T'expliques mieux que moi. On est parti. C'est moi qui commence parce que c'est moi le chef. Voilà, c'est toi le boss. Je peux plus me voir. Donc, Donc, ma mais moi, dixième. ça a jamais été... Alors moi, j'ai que du 2023. J'ai même un 2024. J'expliquerai comment ça se passe, puisque techniquement c'est décembre 2023. Tu vois, c'est là que. Et on est dans Ah, Inception ou oui, quoi? oui. Bon, j'ai que du 2023 sinon. Moi, Tu j'ai crois. pas peu, mais beaucoup. Je t'ai pas demandé. Tu crois qu'on fait rire des Ah, gens ou pardon. pas? Bah, sur les deux qui nous regardent, Parce que déjà, nous, on nous fait peut-être rire. un, allez. Oui, bah, c'est le plus important. Peut-être qu'on fait rire Jonathan aussi. Il y a moyen parce qu'il nous Oui, écoute. qui regarde pas. Si, il nous avait écouté une ou deux fois. Ah oui, ok. C'est vrai. Salut Jonathan. Très private, Oui, du bon, coup. c'est un pote à nous, quoi. C'est qui nous écoute. Oui, voilà. Qui représente Je vais donc se faire plaisir. 20% de nos auditeurs. Oui, ouais. Euh, alors, 2023, moi je commence avec une série. Première saison d'une série. Mais Euh, non. bon, c'est pas fou hein, pour l'instant. Ah oui, ok, pardon. Non, Ouais. c'est trop. Qui s'appelle, alors avec mon téléphone qui bug, c'est un plaisir, qui s'appelle Twisted Metal. Alors qu'il y a une adaptation de jeu vidéo euh, D'accord. qui me donnait envie. Pourquoi? Parce que, alors déjà le synopsis, je le trouvais sympa. Il suit un marginal, je sais pas d'où ils sortent le mot, qui se voit offrir la chance d'une vie meilleure, mais seulement s'il réussit à livrer un mystérieux paquet à travers un désert post-apocalyptique. D'accord. Donc, ça rappelle les trucs, ça rappelle forcément Mad Max. Mhm. Moi, il y avait une série que j'avais regardée qui s'appelle Blood Drive. Bon, j'avais pas fini.
Mais ces trucs un peu... c'est pas underground que je veux dire, mais tu vois, Mad Max, je sais plus, c'est un terme qu'ils utilisent. Évidemment que je n'ai pas. Euh, mais en tout cas, ouais, ça me donnait envie. Putain, c'est quoi? Grunge, je crois. Grunge, ils disent. Tu sais, je parle d'un terme de jeune. J'avais, j'ai pas le terme, là, je suis désolé. Mais... Bon, bref, on s'en fout. Mais en tout cas, Twisted Metal, ça me donnait très envie. Déjà, il y a un gros casting. Anthony Mackie dans le rôle Ah principal. non, Euh, j'aime pas ce mec, mais. bon, moi, je m'en branle, honnêtement. Mais je l'ai bien aimé dans Twisted Metal. Ah, parfait. Stéphanie Béatrice. Alors, Stéphanie Béatrice qui jouait dans Brooklyn Nine-Nine. Ma sitcom préférée, je pense. Il y avait également Thomas Hayden Church. Comme ça, peut-être que le nom vous parle pas, mais vous l'avez forcément déjà vu, sa gueule. Bah si, je suis con, c'est l'homme de sable dans Spider-Man. Ouais, parce que je me disais, je le connais, bah oui. Euh, et, bon, un rôle qui m'a fait plaisir, Samoa Joe. Samoa Joe qui est un catcheur légendaire, c'était son premier rôle au cinéma. Et il joue un peu le anti-héros. Donc lui, il le joue. Et ensuite, donc Sweet Tooth, voilà comme il s'appelle. Et il est doublé par Will Arnett, qui est aussi un acteur très connu, notamment pour des rôles dans des comédies. Donc voilà, un très beau casting. Il y a Samoa Joe en plus, qui est un catcheur exceptionnel, que j'ai vu en live à mon show en Angleterre là. Donc voilà, j'étais content de le voir là. Il a un physique très atypique et c'est pour ça qu'il a été casté en Sweet Tooth. Il joue très bien le rôle. Enfin, vraiment, il est excellent hein, pour un premier rôle, Samoa Joe, et qui est d'ailleurs actuel, qui a gagné d'ailleurs depuis là, le championnat mondial d'AEW. Hein. Donc, il est encore actif dans le monde du catch et AEW lui avait donné, ouais, je crois, 2-3 mois pour aller tourner. Ok. Donc ça, c'est plutôt cool, je trouve. Ouais. C'est un truc qu'ils font beaucoup AEW que WWE fait beaucoup moins. Enfin bref, Twisted Metal, c'est très fun. C'est une série, c'est vraiment une comédie. Hein. C'est pas du tout à prendre au sérieux. C'est des épisodes de 30 minutes. Il y a 10 épisodes de 30 minutes. C'est un petit budget. C'est un petit budget, mais comment dire, le fait que ce soit un petit budget, je trouve, fait la beauté de la série. C'est-à-dire que c'est un peu cheap, mais je trouve qu'ils ont vraiment Hmm. fait un effort sur l'esthétique, notamment sur des scènes de flashback. J'ai beaucoup aimé les flashbacks sur le personnage justement de Sweet Tooth, qui est le anti-héros, qui est un peu le méchant, qui est un mec complètement taré, avec un masque de clown qui conduit un camion de glace. Et sa background story est vraiment cool. Anthony Mackie est très drôle dans ce rôle-là. C'est comme tu l'as dit, c'est un acteur bon qui a Ouais. pas fait grand-chose. Voilà, c'est Captain America, bon, mais qui nous a jamais vraiment montré ses talents d'acteur. Et moi, je lui ai vraiment trouvé du talent dans la comédie. Hein. C'est voilà, moi, c'est la première fois Hmm. que je me dis, ok, Anthony Mackie, il y a quelque chose. Je l'ai vraiment trouvé très bon dans cette série. Stéphanie Béatrice est super dans le rôle de Quiet et j'adore la relation qui va s'installer entre Stéphanie Béatrice et Anthony Mackie, donc les personnages de Quiet et John Doe. Il y a aussi moi, voilà, fan de Brooklyn Nine-Nine, je parlais de Stéphanie Béatrice, et ben ils ont ramené Jason Mantzoukas pour un ou deux épisodes. Donc ça fait plaisir, puisqu'ils étaient en couple dans Brooklyn Nine-Nine avec Stéphanie Béatrice. Donc voilà, un petit clin d'œil. Il y a qui d'autre? Il y a également un mec de Mayan Semsi, qui est un grand pote de John Berthnall, qui joue le frère de Stéphanie Béatrice. J'arrive pas à retrouver son nom à ce monsieur. Qui est un très bon acteur d'ailleurs. Donc ouais, un vrai bon casting, une série très très fun. Richard Cabral, voilà. Une série très très fun que je conseille. C'est sur Peacock. Alors Peacock, je crois pas que ça existe en Europe. Ouais, c'est plus aux États-Unis. Moi, je connais justement parce que ça appartient. Enfin, ça appartient. Oui, je crois que WWE a racheté Peacock ou un truc comme ça. Enfin bref, ou Ok. l'inverse, j'en sais rien. Mais ouais, c'est une plateforme de streaming qui commence à produire des choses. Donc c'est toujours cool que tu vois de voir des nouvelles plateformes de streaming. C'est cool, hein, ça nous fait plus de choix, plus de contenu. Donc c'est toujours cool. Il y Mhm. aura une saison 2 et la fin de la saison 1, c'est un gros cliffhanger. Donc la saison 2 a été confirmée. Donc je la regarderai. C'est pas une série exceptionnelle, mais franchement, ça se regarde, c'est fun. Voilà, c'est une très bonne comédie. Et ouais, j'ai pas grand chose à rajouter. Je vous le recommande. Il y a rien d'exceptionnel, mais ça fait largement le taf. C'est exactement ce que ça doit être.
Donc voilà, Ok. j'ai bien aimé Twisted Metal. Ok. Quelle est ta 10e position? Moi, c'est un film de 2022, mais c'est Empire of Light, donc avec Olivia Colman, Michael Ward, Toby Jones, Colin Firth, évidemment, et plein d'autres. C'est un film que tu as vu aussi, d'ailleurs, réalisé par Sam Mendes. Et c'est un film où je suis très mitigé. J'ai passé un bon moment, globalement, et je pense que mon analyse va se terminer par une recommandation quand même, parce que c'est sympa. Mais je trouve que c'est une histoire d'amour, je vais raconter le synopsis. En Angleterre, en 1980, Hilary travaille dans un cinéma, un lieu tout indiqué, qui lui permet d'être en contact avec des gens et de rompre la solitude. Cette femme d'âge mûr est chargée d'apprendre les rudiments du métier à Stephen, un jeune homme noir charismatique. Bien que tout semble les séparer, une solide Attends, complicité. excuse-moi, mais pourquoi il précise qu'il est noir? Genre... Bah, Ah si, il y a ça a un truc une dans le film, il y a un importance dans truc, oui, c'est l'histoire. vrai. J'avais oublié, ouais, c'est vrai qu'il y a un truc dans le film. Bien que tout semble les séparer, une solide complicité et même une relation amoureuse se dessine entre les deux employés. Pourquoi je reste sur ma faim sur ce film? C'est qu'en fait, il y a plein d'intrigues intéressantes, mais l'intrigue principale, qui est l'histoire d'amour entre les deux personnages, est celle qui m'a moins intéressé. C'est peut-être pas la moins intéressante, parce qu'il y en a qui seront pas d'accord avec moi, mais je trouve que l'histoire d'amour entre les deux, elle marche, mais sans plus. L'alchimie marche, mais sans plus aussi. Enfin, c'est pas extraordinaire et c'est pas l'histoire qui m'a le plus intéressé, contrairement à par exemple ce qui se passe avec ce jeune homme noir charismatique, ou l'intrigue avec Colin Firth, ou l'intrigue de elle, pas sa maladie mentale, mais enfin ses problèmes de solitude, etc. Ça, je trouve ça intéressant. Mais l'histoire d'amour entre les deux personnages, elle m'a un peu, bon, un Laissé de peu du marbre. revu. Voilà, exactement. Mais toi, t'en as pensé quoi? Moi, je suis tout autant mitigé sur Empire of Light. J'aime beaucoup ce film. Et alors, faut savoir que bon, on a tous les deux une collection de DVD. Et moi, c'est genre dès qu'un film me marque un minimum, tu vois, je parle pas de chef-d'œuvre, Ouais. mais dès que j'aime bien, vraiment bien un film, tu vois, je me dis, bon, je l'ajoute à ma liste de DVD à acheter. Et quoi qu'un film me marque. Et Empire of Light, pendant longtemps, je me suis posé. C'est vraiment un film où je me suis dit, est-ce que j'achète le DVD ou pas, tu vois. Parce Ouais. que je trouve que ça a rien d'être un très bon film. Bon, déjà, je suis un énorme fan d'Olivia Colman, c'est une de mes actrices préférées. Elle me Ouais. touche constamment dans le regard, dans sa voix, sa douceur. Elle est exceptionnelle. Elle sait tout jouer en plus. Tu parleras de Wonka tout à l'heure. Elle sait tout jouer, cette femme. Mm. Euh, c'est vraiment pour moi l'une des meilleures actrices de la planète en termes d'acting pur. Ouais, elle est trop forte. Elle est formidable. Putain, je repense à The Bear, arrête. Mais J'ai pensé aussi pendant que tu parlais. putain, mais Empire of Light, j'aime beaucoup ce film, j'y ai repensé, re-repensé, et je suis d'accord avec toi, je trouve qu'il y a trop de choses peut-être dans ce film, et il y a plein de choses hyper touchantes. Mm. Il y a la relation effectivement avec cet écart d'âge, mais le personnage d'Olivia Colman qui est seul, qui a une maladie mentale, mais que ça se voit pas en fait, ça se voit pas de l'extérieur, on le comprend au fur et à mesure du Mm. film. Donc il y a ça qui est assez touchant, sa passion pour le cinéma. Il y a une scène magnifique où elle va voir, d'ailleurs ce film il est dans ma liste, putain, je sais plus, un film qui est très connu, euh, et qui raconte l'histoire d'un homme qui a juste une vie normale. Mm. Et j'ai trouvé ça très touchant. Euh, je trouve que le film esthétiquement est magnifique. Ouais. Euh, En fait, tout est bien dans le film, mais il y a trop d'éléments. Et tu t'y perds un petit peu. Et du coup, il n'y a pas un élément qui est travaillé profondément. Ouais. Je trouve, voilà, sa passion pour le cinéma est pas travaillée à fond, cette relation n'est pas travaillée à fond. On parlait enfin, rapidement de ce problème de racisme, c'est pas travaillé à fond. Euh, et c'est frustrant en En fait. fait, chaque intrigue a une grosse scène, mais c'est tout, quoi. Ouais. Et c'est frustrant parce qu'Empire of Light est vraiment pas loin d'être un excellent film. Ça reste un très bon film, je trouve. Euh, et tu vois, pour répondre à la question que tout le monde se pose, oui, je l'achèterai en DVD. Mais Ah, je croyais que tu l'avais déjà.
Non, faut que j'achète. Et ouais, voilà. C'est un film quand même qui me touche parce que c'est typiquement le cinéma que j'aime. Hmm. On est dans un cinéma au fin fond des États-Unis. Il y a cette femme qui est. Non, c'est en Angleterre, mais après, je veux pas Voilà, juger. je veux pas. Enfin, après, c'est pas. C'est Voilà. c'est à côté de Brighton, quoi, mais je veux pas non Voilà, plus non, te mais faire chier. voilà, c'est pas pour. Voilà. Voilà. Ça me tue. Non, mais je suis d'accord avec toi. Après, dixième, bon, après, ça dépend de ce que t'as mis au-dessus. Mais. Mais en vrai, j'ai eu du mal à faire le classement parce qu'il y en a beaucoup qui sont du même niveau. Genre là, le neuvième est pas spécialement meilleur que Empire of Light, hein. Ok. Mais bon. Donc, ouais, Empire of Light, moi, je le recommande quand même. Parce que voilà, c'est quand même un très bon film. Mais ouais, frustrant parce que putain, ça aurait pu être. Je pense que ça aurait pu être vraiment un très grand film. Ma neuvième position, c'est un film d'animation. Le garçon et le héron. Euh, alors, je suis pas du tout un spécialiste Les gros voleurs. je suis pas du tout un spécialiste de Miyazaki. Euh, J'en ai un peu rien à foutre, à vrai dire, même. Même si c'est fou ce qu'il fait, c'est magnifique, et voilà, pas de problème là-dessus. Mais bon, c'est pas le cinéma qui me touche le plus. J'aime bien j'aime beaucoup le château ambulant, par exemple. Mais c'est vrai que le garçon et le héron, j'ai pas accroché. Ok, l'animation est magnifique. J'aime beaucoup le début. Et puis il me perd complètement. Moi déjà, bon, tout ce qui est SF, fantastique et tout, ça m'emmerde. Hormis quand c'est vraiment très bien fait, là j'ai pas du tout trouvé que c'était très bien fait. C'est-à-dire que on a ce garçon qui va aller dans le monde des enfers avec ce héron. Bon, ça m'a fait chier, en gros. Ce qui sauve tout ça, c'est l'animation qui est magnifique. C'est le score qui est magnifique aussi, donc la bande originale. Oui. Ouais. Mais bon, honnêtement, aussitôt vu, aussitôt oublié. J'aime bien la scène d'intro. Et puis oui, l'animation est magnifique. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur le garçon et le héron parce que bon, c'est vrai que c'est pas le cinéma qui me touche le plus. Après, voilà, si je peux comparer le voyage de Totoro, tous ces films, je les ai vus il y a trop longtemps, je peux pas. Voilà, faudrait que je les revoie. Mais le château ambulant que j'ai revu il y a pas longtemps, par exemple, pour le coup, pour moi, le château ambulant est un très bon film. Mm. Euh, voilà, donc c'est même pas contre Miyazaki et contre justement, tu vois, la SF. Quand c'est bien amené, je trouve que dans le château ambulant, c'est génial. Là, dans le garçon et le héron, j'ai limite rien compris au délire des morts, des machins. Bon, juste le film est beau, quoi. Après, voilà, il y a des scènes un peu horrifiques qui sont plutôt intéressantes. Mais ouais, non, c'est pas. De toute façon, Un chef-d'œuvre. ouais, j'ai pas grand chose à dire sur le garçon et le héron. Euh, et je sais que ça en a laissé de marbre plus d'un. Et notamment des Mm. fans de Miyazaki qui étaient là, bon, c'est sympa quoi, mais voilà. Bon. C'est vrai que c'est sauvé par l'animation. Donc pas grand chose à dire sur le garçon et le héron, hein, à vrai dire. Je l'ai vu, mine de rien, bon ça fait un mois et demi du coup je pense, comme je l'ai vu début décembre je crois. Et comme j'ai dit, j'ai pas grand souvenir du film, hein, hormis la scène d'intro. Donc voilà, je recommanderais pas spécifiquement le garçon et le héron. Je pense que des fans de Miyazaki, je pense que ce serait dans les derniers. Mais par contre, ouais, aller voir plus de Miyazaki, il faudrait que je le fasse. Et ouais, le château ambulant, enfin, je l'avais vu quand j'étais petit, j'y suis allé parce que le cinéma à côté de chez moi le diffusait. Donc j'ai dit aller. Ouais. Mais ouais, bon. Ta neuvième position? Les Trois Mousquetaires, Milady, donc la deuxième partie du film dont j'avais déjà parlé dans le podcast au moment où c'est sorti, donc c'était, je sais plus, le mois d'avril, je crois. La deuxième sortie qui est sortie au mois de décembre, là. Euh, c'est une suite du même niveau que le un en fait. C'est pas mal réalisé, c'est esthétiquement bien fait, beau. Les acteurs sont charismatiques, tout ça. Merci. En fait, de quoi? Ah oui, ok, pardon. Euh, Parce que je joue Milady pour ceux qui. Voilà, pour recontextualiser. oui, voilà, tout à fait. D'ailleurs, super performance. Merci. Bravo. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis perdu là. Euh, oui, c'est du même niveau que le un. Enfin, que le un, voilà. Mais tout est bien sauf le scénario, donc c'est quand même un peu con.
C'est basique. Tout est prévu, tout est convenu. On sait ce qui va se passer, c'est assez relou. Après, les scènes n'en sont pas mauvaises pour autant, mais c'est juste le fait de s'y attendre, bah, chiant. Et puis la fin, j'ai pas aimé du tout la fin, vraiment. Euh, mais donc voilà, pareil, j'ai pas grand-chose à dire vu que c'est la suite et que c'est une histoire connue, ultra connue, Les Trois Mousquetaires. J'ai pas grand-chose à dire, à part que c'est bien réalisé, que c'est bien joué, que pour le cinéma français, c'est quand même important que des gens tentent au moins de faire des films, voilà, des grosses productions. On va voir aussi ce que va donner le film avec Pierre Ninet, là, qui est adapté Feuilleman. de... Non, un autre, putain, je sais plus comment ça s'appelle. Mais une adaptation d'un livre d'Alexandre Dumas aussi, comme Les Trois Mousquetaires. Donc on verra ce que ça va donner. Ça risque d'être dans le même, du même Choupi. acabit. Non, non plus. Peut-être je vais trouver avant la fin du Ok. podcast le film. Le Comte de Monte Cristo, voilà, Ah. qui sort cette année là. Donc je suis pas hype non plus, mais on ira le voir. Mais voilà, pas grand-chose à dire, c'est bien, mais c'est une neuvième position quoi. Ça Moi, reste un bon divertissement français, mais rien de plus. j'ai la flemme d'aller voir le deuxième. J'ai vu le premier, c'était sympa. Ouais, j'ai passé un bon moment. Après, est-ce que ça m'a donné envie d'avoir le deuxième? Non. Ouais, franchement, bon, un peu rien à foutre. Par Euh, contre, amoureux d'Eva Green, il faut le dire. Voilà. Je voulais finir là-dessus. oui, voilà, c'est toujours important. Elle nous écoute hein, d'ailleurs, donc. Oui. Ma huitième position, c'est une comédie qui était nommée au Critics' Choice pour meilleure comédie justement. Et j'avais vu qu'elle était assez bien notée, etc. Et puis il y a notre reine Ayo Edibiri, qui est très drôle. Voilà, elle me fait beaucoup rire. Je te disais tout à l'heure, j'ai découvert son Letterboxd récemment. Et elle est très drôle. Ayo, qui a d'ailleurs remporté le Golden Globe pour sa performance dans la saison 2 de The Bear. On verra ce soir au Emmy, donc vous savez déjà. Et le Critics' Choice aussi, elle a gagné. Aussi, ouais. Après, là, ce soir au Emmy, ce serait pour la première saison, du coup, techniquement. Donc, on verra. Euh, D'accord. Bottoms, donc Q, hein, littéralement, réalisé par Emma Seligman avec Ayo Edibiri, Rachel Sennott, Ruby Cruz. Bon, voilà, un casting très jeune. Je connaissais que Ayo hein, dans le cast. Euh, alors, c'est un film qui joue des clichés de ce genre de film dans les lycées, avec des mecs qui bullient, etc. Dans un Ah, collège, et- deux et- lycéens. T'as dit un truc? Non, non, je vois, je viens de me rappeler de quel film tu parles en fait. Je l'ai pas vu, mais j'ai vu Ah, ok. plein d'images du film, tout ça. Parce que, Bref. mec, j'ai entendu un bruit dans le fond, j'ai cru que t'étais en train de. Je sais pas, potentiellement de te branler. Dans un collège, deux lycéens homosexuels peu populaires. Deux lycéennes homosexuelles peu populaires créent un club de combat pour faire l'amour avant d'obtenir leur diplôme. Bon, c'est pas trop ça le synopsis, c'est pas vraiment ça. Donc, Il y a, il y en a une qui joue dans The Idol, je crois, dedans. ah ouais. Putain. Ouais, voilà. C'est la seule info que j'avais. Oui, Rachel Sennott, mais justement. C'est Rachel Sennott et Ayo Edibiri, qui en effet sont homosexuels, mais pas ensemble, genre elles sont meilleures potes, mais toutes les deux Ok. homosexuelles. Et en gros, elles ont chacun un crush, fille. Et du coup, pour pécho ces filles, elles vont créer un club de self-defense, euh, mais en mode, c'est un club pour les femmes, pour empêcher les agressions, etc. Donc, tu vois, il y a un peu un truc. Un peu tiré par les cheveux, cette histoire. Euh, donc, en fait, ce qui est assez drôle avec Bottom, c'est qu'on joue sur les codes de ce genre de film, et c'est pour ça que ça rend la comédie. Enfin, moi, j'ai eu, je pense, un vrai fou rire à un moment sur un truc nul. Enfin, nul. Enfin, je trouve que le film est très bien écrit, c'est un humour très british. Très. Très, oui, c'est absurde, quoi. Et vraiment, Ayo Edibiri me fait beaucoup rire. Et je la trouve vraiment excellente dans ce film. Après, voilà, c'est une comédie, il n'y a rien d'exceptionnel, la fin est complètement what the fuck. Euh, Ça vaut le coup. Franchement, si vous avez une heure et demie, que vous voulez regarder une comédie, au moins c'est une bonne comédie, c'est vraiment drôle, c'est bien écrit.
mais c'est pas, voilà, y a rien d'exceptionnel. Ça va pas changer ma vie. Mais ouais, j'ai eu, il y a une scène qui m'a fait beaucoup rire. Où Ayo Edibiri et Rachel Sennott se font gauler par leur prof pour quelque chose, ou par le CPE, je sais pas quoi. Ils sont envoyés dans le bureau du CPE elle suce le CPE pour pas pour pas se prendre une punition. Il y a une line qui m'a fait exploser de rire. Voilà, donc bon, si vous voulez voir une comédie, voilà, pour le coup, on conseille rarement des comédies dans le podcast. Là, pour le coup, c'est une bonne comédie. Donc ouais, moi je recommande Barnums en tant que comédie, évidemment. Si vous regardez un film sérieux, ouais, ne regardez pas Barnums. Ouais. Euh, En vrai, du coup, ça me donne un peu envie de le voir, ça a l'air marrant. ouais, c'est gaulerie. Après, c'est pas non plus hilarant, mais c'est gaulerie. Ok. Quelle est ta 8ème position? C'est la question C'est que une... tout le monde se pose, hein. Là, je vois des tweets en direct. C'est quoi la 8ème position de Théo? Eh ben écoute, je vais le dire maintenant. Voilà, j'ai décidé de l'annoncer maintenant. Gangs of London. Voilà. Une série qui est sortie en 2020 pour la première saison. La deuxième saison, là, c'est pas écrit, mais ça doit être 1 ou 2 ans après. C'est une série avec Joe Cole, qui est connu pour son rôle Et dans pas Peaky Joko. Blinders. Oui, oui. Par rapport à Djokovic Parce que ou sinon il serait Jonathan vraiment Cohen. partout, quoi, le gars. Oui. Et, avec Michelle Fairley qui joue la mère Stark dans Game of Thrones. Qu'on embrasse. Voilà. Oui. Et avec d'autres acteurs, mais beaucoup moins connus pour le coup. Et je vais raconter le synopsis. Voilà. Comme par La exemple ville de. Murat Erkek. Je sais même pas qui c'est. Moi non plus, hein, j'ai pris un nom au hasard dans les cases. Parfait. La ville de Londres est déchirée par de turbulentes luttes de pouvoir entre les gangs internationaux qui la contrôlent et le vide soudainement créé lorsque le chef de la famille criminelle la plus puissante est assassiné. La première saison est géniale. Vraiment, chaque épisode est super bien. C'est vendu comme une série d'action, alors que dans la première saison, il y a peut-être 3 scènes d'action, mais c'est juste que c'est 3 scènes où tu t'en souviens, quoi. C'est tellement bien réalisé. Scénaristiquement, c'est super. Mais le gros point fort de la série, c'est la réalisation. Et pas que pour l'action d'ailleurs, hein, pour tout. Il y a tellement d'idées de mise en scène. Enfin, je commence à m'intéresser à tout ce qui touche au cinéma, donc la photographie, tout ça, et la réalisation et tout. Mais là, ça m'a sauté aux yeux. Tu prépares ton premier film d'ailleurs. Oui, j'ai écrit le scénario déjà, et donc ça arrive bientôt. Mais on laisse encore un peu la surprise. Euh, la réalisation et voilà, c'est le point fort de la série, c'est génial. Voilà, la première saison parfaite, scénario super, acteur un petit peu pas fou, enfin juste correct. Il y a personne qui est extraordinaire, c'est juste ça fait le taf quoi. Par contre, la deuxième saison, et c'est pour ça que c'est 8e, parce que sinon ça aurait été top C'est 5. vrai que tu m'as fait tu m'as hypé sur la série. Après, tu m'en as pu parler. Ouais. Donc la deuxième saison, c'est pas aussi nul que toi, tu sais, quand tu avais regardé Yellow Jacket, là. Tu avais dit que la deuxième Hmm. saison, c'était catastrophique. Là, ça se regarde, mais il y a plus la magie de la première saison. Et ils ont déjà prévu une troisième saison, donc je vais quand même regarder. Mais c'est la dernière chance. Après, je sais pas si ce sera la dernière saison ou pas. Mais si c'est du même niveau que la saison 2, je continuerai pas après, quoi. Il y a des moments où ça retrouve le niveau de la saison 1 sur peut-être 1 ou 2 épisodes, mais de manière générale, c'est pas fou. Il y a des ressorts scénaristiques nuls. Il y a des personnages qui disparaissent, pardon, et qui réapparaissent juste après, tu sais pas comment. Euh, enfin, il y en a, ils te font croire qu'ils sont morts, mais tu sais très bien qu'ils sont pas morts. Et après, ils te mettent en cliffhanger à la fin qu'ils sont là. Enfin, je fais bon, je sais pas. C'est à mon avis, à la fin de la première saison, ils avaient plus d'idées. Et alors que c'était super. Donc voilà, c'est dommage. Je conseille quand même. Pour la première saison, ça mérite d'être regardé. La deuxième saison se regarde aussi, c'est correct, hein. Mais c'est juste pas au niveau de la première saison. En fait, ça aurait été
le niveau de la saison 2 à la place de la saison 1 et la saison 1 à la place de la saison 2, je me serais dit, ah, grave bien, ça monte en puissance, c'est cool. Mais Hmm. là, ça refroidit un peu, quoi. Mais ça reste quand même très correct et j'ai bien apprécié. T'as le seum de la. Est-ce que t'as, en vrai, t'as vraiment le seum de la deuxième saison? Et de la. Pas. Non, Non, ça va. je suis pas dégoûté. Genre, juste déçu. C'est Est-ce que, plus une est- déception est-ce que que la, dégoûté. troi- la troisième saison, genre, ça peut te. Si elle est vraiment bien, ça peut te consoler, quoi. Oui, oui, oui. Oui, en vrai, rien n'est perdu, hein. Donc tu te Je te suicideras dis, pas. Tu te suicideras pas non, après. Non. Ok, ok. non, 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 j'irai peut-être pas jusque-là quand même. D'accord. Non, c'était pour. Mais, mais donc voilà, en vrai, je sais que toi, t'hésitais à regarder. Et en vrai, je te conseille, au moins tu regardes la première saison. Si la première saison te plaît pas, bah la deuxième te plaira pas non plus. Donc Bah, voilà. bah ouais, moi j'aime beaucoup Joe Cole et puis j'aime beaucoup ce genre de série là. Sur des familles, machin, des gangs. C'est Hmm. souvent plutôt cool. Je préfère limite en série qu'en film. Mais là, je t'avoue que ce soir c'est les Emmy Awards et j'ai dit après les Emmy Awards, je regarde Les Sopranos. Donc en termes Et tu t'es de. spoilé, hein? Toi, t'es un connard à te faire spoiler les séries que tu regardes. Tu veux en parler ou tu veux pas en parler? Ou c'est Non, non, trop douloureux non. de savoir que Tom Non, finit mais CEO dans Succession. En plus, je me suis fait spoiler par l'acteur ouais. lui-même. On en est à un niveau de spoil qui est quand même, mais c'en est pas moins extraordinaire. Allez, je parlais d'un film de 2024 qui sort, je crois en avril, un truc comme ça. Un film français que j'ai vu, puisque moi je suis sur Poitiers, et qu'il y a un festival à Poitiers, le festival, je sais plus comment ça s'appelle, le, fest... bon, le festival C'est le quoi, carnaval de Rio, je crois. je crois pas gros. C'est un festival bon, de cinéma à Poitiers où il y a pas mal d'avant-premières. Donc j'ai. Coachella? T'as dit quoi? C'est Coachella, non? C'est pas ça? Toujours pas en fait, c'est ouais, vraiment beaucoup Bon, oublions le nom. Ok. Donc j'ai pu voir pas mal de films en avant-première. J'ai notamment, alors je vais pas parler de La vie de ma mère, je l'ai pas mis dans, mais qui est le meilleur que j'ai vu dans cette semaine, voilà, du festival de Poitiers, notamment avec William Legbill que j'aime beaucoup. C'est celui que j'ai préféré, mais bon, je me suis dit je vais plus parler de Rosalie. Euh, Pourquoi? Bah, parce que c'est, je pense, celui où il y a le plus de choses à dire. Avec Nadia Tereskivich, qui est une actrice qui monte en puissance, qui a été césarisée meilleur espoir, avec Benoît Magimel, Benjamin Biolay, donc ouais, Juliette Armanet, donc des chanteurs carrément, ils n'ont pas compris. Et c'était réalisé par Stéphanie Di Giusto. Oh, Euh... marqué. Et donc ce qui était cool, c'est qu'en plus de ça, Stéphanie Ligustio et Nadia Tereskevich étaient présentes au festival, et donc il y a eu une petite FAQ après le film. Bah, j'ai bien aimé Rosalie. Alors Rosalie, ça raconte l'histoire de l'une des premières femmes. Rosalie. Alors en effet, Rosalie qui est l'une des premières femmes à barbe. Ah, Euh, mais ma mère est allée voir le film. c'est vrai? Où ça? À Saint-Georges, je crois. À Saint-Georges. Mais elle l'a vu il y a un mois, hein. Ok. Parce qu'il est pas sorti quoi. Bah ouais, mais c'était peut-être une séance spéciale ou un truc, je sais pas. Ok. Mais je sais qu'elle l'a vu en tout cas. Bah, Psartek à elle. Euh, euh, donc, bah, c'était bien, Rosalie. C'était exactement ce que ça devait être. C'est pas un film exceptionnel, mais Magimel est excellent dans ce mari parce qu'au début, Nadia Tereskevich, donc Rosalie, essaye de cacher que c'est une femme à barbe. Et un jour, Benoît Magimel va le découvrir et bah, il va câbler. Et il est excellent. Bon, Benoît Magimel aussi, hein, on ne le présente plus. Ouais. Euh, donc non, franchement, l'acting est excellent. C'est un vrai message d'acceptation. Et la relation entre Benoît Magimel et Nadia Tereskevich est extrêmement bien travaillée. La fin du film est très belle. Euh, j'ai notamment, je pense, alors j'aurais dû demander à la réal, mais j'avais la flemme de prendre le micro.
J'ai vu une référence à The Shape of Water de Guillermo del Toro. Voilà, Ok. puisque, bon, sans trop spoiler, c'est une scène aquatique à la fin. Et entre Magimel et Teres Kejvich. Et The Shape of Water, il y a cette idée Mm. d'amour entre un monstre et un être humain. Et donc le personnage de Rosalie est vu par tout le village comme un monstre. Et notamment par Benoît Magimel au début, et puis forcément ça va évoluer. Donc non, c'est un très bon film. Peut-être, effectivement, on reste sur notre fin parce que ça aurait pu être encore mieux. Maintenant, ça reste un très bon film, et Magimel est incroyable, et du coup, je pense que non, ce sera pour les Césars de l'année prochaine. Attention à Benoît Magimel pour les Césars de l'année prochaine. Donc Rosalie, quand ça sortira, je vous le recommande parce que c'est un très bon film. Je ne remercie pas les. Alors, mec, je suis allé voir ça avec un pote que d'ailleurs j'ai réussi à amener voir Chien de la Casse jeudi soir. Parce que là, mon cinéma rediffuse Chien de la Casse, et mon pote est là une semaine à Poitiers. Et du coup, je lui ai dit, bah viens, on va voir Chien de la Casse. Sachant que je l'ai déjà fait regarder Yannick, donc je vais lui faire regarder que du Raphaël Quenard. Non. Donc non, déjà, je suis content d'aller revoir Les Chiens de la Casse et de le montrer à mon pote. Euh, Que j'ai pas mis d'ailleurs, que j'ai vu au mois de décembre, mais je l'ai pas mis là dans la liste, parce que tu en avais déjà parlé. Mais voilà, très bon film, évidemment, j'ai kiffé. J'espère qu'on pourra en parler pendant la prédiction des Césars. J'espère, quand même, Oui. que Monsieur Quenard sera nommé, ou même Anthony Bajon. Mais pourquoi je parle des Chiens de la Casse? Oui, bref, donc je suis allé voir ça avec un pote, et gros, il y avait trois meufs derrière. En fait, si tu veux, au festival, ils invitaient des lycéens qui avaient une option cinéma. Oh putain. Et donc pendant tout le film, mais mec, trois meufs derrière, mais des enfants qui avaient jamais vu un film. Et à un moment, donc, il y a cette histoire d'amour avec Benoît Magimel, et il y a un autre mec qui est attiré par Rosalie, un jeune beau gosse. Et tu sais, pendant tout le film, les meufs, elles étaient là. Oh, il est trop beau, il est trop gentil. Putain, oh ouais, j'en étais sûr, elle va le pécho. Bon, gars, Ok. je n'en pouvais plus. Je pouvais pas changer de place parce que le truc était plein. Et le Et twist, t'as pas pu dire un petit truc? en fait, alors j'ai pas ouvert ma gueule. En vrai, en fait, tu te souviens d'Oppenheimer? Ouais. Où vraiment, là j'ai ouvert ma gueule parce que c'est trop. Là en fait, c'était pas tout le temps, tu vois, mais c'était insupportable quand même. Genre c'était, Ouais. allez, toutes les 10 minutes, donc c'était insupportable, mais pas de là à dire, vas-y, ta gueule. Mais franchement, j'aurais dû. Et le fait que ce soit des meufs, en vrai, j'ai un peu plus de mal avec de dire ferme ta gueule à des meufs, quoi. D'être agressif avec des meufs, bon, ça me saoule. Et le twist, c'est que je me retourne et les meufs avaient mon âge, quoi. Tu sais, je croyais que c'était des lycéennes. Ah oui, ok. Et frère, elles avaient mon âge, et j'étais là, mais sans déconner. Et en plus, c'était Parce des que t'as meufs. 35 ans, hein, Oui. faut le dire. Et en plus, c'était des meufs qui travaillaient, enfin, ou du moins qui avaient un badge du festival, tu vois. Donc, Ah oui, ok. j'estime qu'ils n'étaient pas des meufs qui avaient jamais vu un film. Là, je te jure, mais oh, l'enfer. L'enfer. Et par contre, je suis allé. J'ai fait un truc drôle. Avec un pote, on est sorti le jeudi soir, je crois. Donc, c'est quand c'est très étudiant à Poitiers. Et le festival organisait un quiz cinéma, mais genre film d'horreur, je crois. Donc, j'étais très nul. Hmm. J'y vais avec mon pote, on avait bu. Donc, on va faire un quiz bourré. Et mec, il y avait des lycéens avec nous. Et les mecs trop cool et tout. On a parlé de cinéma pendant tout le truc. Ils étaient grave calés. Et ils nous ont aidé à tricher et tout pendant le quiz. Donc, si vous passez par là, la team, merci à vous. Voilà, Rosalie, ça sort en 2024. Et le festival de Poitiers, c'est la première fois que je le faisais. J'ai fait le festival d'Angoulême aussi cet été, j'en avais parlé. On avait fait un podcast de 15 films. Là, en l'occurrence, je crois que j'ai vu que 3 avant-premières. Dont La vie de ma mère, qui est un très bon film avec William Lake Bill. Et L'homme d'argile, qui était vraiment nul à chier. Euh, mais voilà, bah, c'était cool. C'était cool, le festival de Poitiers, j'ai bien aimé. Parce qu'il Ok. rediffusait aussi d'autres films. J'ai pu voir L'étrange Noël de Monsieur Jack, notamment. Donc c'était plutôt cool. Faudra qu'on le fasse ensemble, la team. Ah bah ouais, un peu mon neveu. Bon, c'est quoi ta septième place là? Septième, effectivement. Alors.
J'ai parlé du premier film au mois de d'octobre. J'ai parlé du deuxième au mois de novembre. Et donc, est-ce que tu as deviné de quoi j'allais parler? Euh... Tu sais, le mec qui a aucune notion. Non, c'est C'est un, un- le Voilà. Parrain 3. Effectivement, la troisième partie du parrain. Euh, Par où commencer? Parrain, comment c'est? Euh, hmm. Euh, c'est un film qu'on m'a vendu, je cite Ryan, hein, comme le deuxième meilleur de la trilogie. Non, 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 j'ai pas dit ça. J'ai Si, dit. Non, t'as non, dit que ton classement, Oui, c'était de préférence. d'abord. De Oui, bah voilà. préférence. Mais c'est pas le. Objectivement, non. Ah, Objectivement, ok. je le mets large troisième. Mais de Ah, ok. préférence, de ce qui m'a le plus touché. Après, c'est dur parce que j'aime beaucoup les trois. Oui, moi Euh, aussi. le 1, c'est surtout la perf de Marlon Brando que j'adore. Après, le film en lui-même, je l'aime bien, mais je préfère les sujets évoqués dans le Parrain 3 que dans le Parrain 1, si tu veux. Ok, ok. Moi, je trouve le parrain un et 2 mettre une claque au troisième, même si j'apprécie beaucoup le troisième quand même. Ah oui, Je vais non, mais raconter. je suis d'accord avec ça, la team. Atteignant la soixantaine, Michael Corleone désire à la fois renouer avec les siens et se réhabiliter aux yeux de la société, surtout de l'Église. Il arrivera presque à ses fins, mais sa vie passée et ses anciens ennemis le rattraperont plus vite. Michael Corleone est fatigué. Oh, il est fatigué, oh. C'est avec Al Pacino, Sofia Coppola. Je ne vais pas tous les faire, mais Mario Puzo, Andy Garcia, Diane Keaton, tout ça. Le film est très bon. Mais enfin voilà, comme on a dit, je trouve que c'est quand même bien en dessous des deux premiers. Moi, je trouve que dans le un, il n'y a pas que Marlon Brando. Enfin, j'adore l'histoire aussi à côté. Euh, le deuxième, chef-d'œuvre absolu, avec la fameuse scène d'Al Pacino qui embrasse son frère. Enfin, la folie, quoi. Sur la bouche, là, ouais, quand il lui roule une pelle, mec. J'adore Oui, cette scène. alors, il lui roule peut-être pas une pelle non plus, mais en tout cas, la scène est folle. Le troisième est un rythme un peu plus lent, mais comme Michael d'ailleurs, qui est plus vieux, là c'est le film est un peu adapté à sa vie, quoi. C'est assez lent, insipide. Il y a... Hyper violent. Bah, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Enfin, moi, je trouve le film, il est un peu, c'est pas chiant, mais genre il est posé, tu vois. Hmm. Le personnage que j'aime bien, c'est le personnage d'Andy Garcia Oui. et de Sofia Coppola Ouais, d'ailleurs, les voilà, moi, deux. c'est ça que j'adore dans le Parrain 3. Ouais. Et moi, en fait, étant donné qu'Al Pacino est peut-être passé numéro un dans mes acteurs préférés du monde, de l'histoire, de l'humanité du cinéma, c'est vrai que là, de faire un film, Le Parrain 3, où Michael Corleone est un peu mis sur le côté, c'est vrai que ça m'a peut-être un peu déçu. Mais Andy Garcia et Sofia Coppola sont très très bons, ils ont une super alchimie. La scène de la Euh, cuisine, ouais, j'adore où ils cette font des scène. gnocchis. Moi, j'adore les gnocchis. Non, je parlais vraiment de la scène, hein, vraiment pas de ce qu'il cuisine. C'est pas ça qui m'a marqué, quoi. Ah, ok, pardon. Ouais. Parce que moi, j'adore les gnocchis. Oui, d'accord. On fera un podcast sur les gnocchis, si tu veux, hein, hors série. Ah bah parfait. Euh, mais voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Conclusion de cette trilogie, trilogie légendaire du cinéma qui ne m'a pas déçu, qui est extraordinaire. Les deux premiers sont des chefs-d'œuvre absolus. Le troisième est un très bon film, mais en dessous des deux premiers, à mon avis. Donc voilà, je ressors grandi de cette épopée. Je m'arrête là. Ouais, ouais. Non, mais alors, objectivement, oui, le Parrain est bien meilleur que le 3. Notamment parce que je déteste les 30 dernières minutes du Parrain 3. Et que je trouve vraiment mauvaise pour le coup, alors qu'il n'y a rien du tout de mauvais dans le premier Parrain. Mais le Parrain 3 m'a. Enfin, c'est vraiment, ouais, cette relation entre Andy Garcia et Sofia Coppola, cet amour interdit, je trouve que c'est tellement bien joué. Il y a des trucs dans le regard, enfin, vraiment, j'ai adoré cet aspect-là du Parrain 3. Alors que dans le Parrain 1, le seul truc qui m'a vraiment marqué, c'est la perf de Marlon Brando, qui est pour moi la plus grande perf de l'histoire du cinéma. Donc voilà, après, ça se joue à pas grand-chose. Hein. Voilà, quand je dis que
je préfère un poil le Parrain 3 au Parrain, mais c'est pas objectif du tout. Nominé pour 7 Oscars quand même, le Parrain 3, je pensais pas autant. Meilleur film, Andy Garcia qui a été nommé, il a rien fait Andy Garcia après. C'est fou quand Oh, même. il a fait quelques trucs, quand même, si. Ouais, les Ocean's 11, Ouais. je vois que ça, putain, il est dans Expendables 4, putain, la carrière. Ah ouais. Ouais, il y a beaucoup de trucs que j'ai jamais vus. Mamma Mia, super film. Je sais même pas ce que c'est. Et Donc, ouais, Andy Garcia nommé, évidemment Coppola, Francis Ford Coppola nommé, meilleure cinématographie, ouais. Mais ils ont rien gagné pour le Parrain 3. Donc voilà, mais bravo en tout cas à tes 3 mois de visionnage du Parrain. Mm. Ma 6ème position. Alors là, on rentre dans que des très bons films. Un film que j'ai beaucoup aimé, Perfect Days de Wim Wenders. Film alors japonais parce que Wim Wenders il voyage, hein. Il fait des films un peu partout. Euh, alors un film que j'attendais beaucoup et qui m'a absolument pas déçu. Hirayama, un employé travaillant à l'entretien des toilettes publiques de Tokyo, a une vie structurée autour de routines et de passions qui l'amènent à apprécier simplement la vie. C'est un film vrai, c'est un film beau, qui raconte juste la vie d'un homme normal, simple, qui se plaît à cette vie simple, avec une routine. C'est un film qui m'a énormément touché. Il y a une scène, mais la putain de sa mère. Alors, j'ai deux chansons préférées. Je pense que tu les as, Théo. Take On Me et l'autre, je Take l'ai On pas. Me. Et je l'ai oublié carrément. House of the Rising Sun. Alors, Ah oui, ok. House of the Rising Sun, il y a 1000 versions. J'ai une préférence pour la version des White Buffalo puisque c'est Sons of Anarchy. Mais la version des Animals c'est folle. Même la version de Johnny Hallyday est incroyable. Et j'ai découvert grâce à ce film une nouvelle version, la version japonaise. Et la scène est magnifique. Voilà, j'ai bandé quand il y a eu House of the Rising Sun et quand j'ai entendu que c'était en japonais, la scène est trop belle. Monsieur Koji Yakusho dans le rôle principal est fabuleux. Wim Wenders c'est un des réals les plus sous-cotés du monde et de l'histoire du cinéma. Non, j'ai trouvé ça magnifique. C'est un super film qui était nommé, je sais pas aux Golden Globes, mais en tout cas au Critics' Choice pour meilleur film étranger. Parce que j'en ai entendu parler un peu. Ouais, franchement, je pense pas qu'ils soient encore au ciné. Parce que c'était vraiment début décembre. Mais quel excellent film. Quel excellent film. Qu'est-ce que c'est beau. Il y a l'importance de la musique dans le film. Parce qu'il y a cette scène avec House of the Rising Sun, mais c'est pas tout. Parce que le personnage de Hirayama se promène avec va au travail tous les jours avec ses petites cassettes. Il y a des. Je sais plus. Je vous avouerai que je sais plus, mais il y a des chansons que j'aime beaucoup. Sitting on the Dock of the Bay. Que je ne vais pas chanter pour des raisons évidentes. Mais du coup, il m'a fait re-kiffer ce son. Et vraiment, je fais que l'écouter depuis ce film. La scène finale est magnifique. Encore une fois, simple, basique, efficace. C'est un film simple, basique. Voilà. C'est un film d'une simplicité et la dernière scène, comment dire, elle nous montre toute l'émotion qu'émane de cette simplicité-là. Faut que vous regardiez Perfect Days, c'est un excellent film. Faut que tu regardes Perfect Days parce que franchement, j'ai adoré. Voilà, et je voulais dire autre chose et je ne sais plus. Ça devait pas être ça. Hyper sympa. Si en plus je t'avais raconté, j'ai croisé une personne âgée en allant, on rentre dans le cinéma et elle cherchait la salle. Et du coup, je la revois en sortant et on parle du film. Et la meuf, elle me sort. En fait, c'est juste avant d'aller voir Perfect Days, je pense la veille, j'avais regardé le vidéoclub de Wim Wenders qui dit s'être inspiré d'un réal. Alors, je suis désolé, je connais très peu le cinéma japonais, encore moins des années 80, mais d'un réal de l'époque très connu qui a réalisé un réal japonais hyper connu, putain, je sais plus. Bref, et la meuf me dit putain, ça m'a rappelé le film de ce réal là. Et gros, j'étais là, mais elle est trop forte. Donc voilà, j'ai adoré
tout ce qui était autour de Perfect Days et Wim Wenders. Et il faut que j'aille voir un peu plus de la filmographie de Wim Wenders, notamment Paris, Texas, qu'il faudrait enfin que je vois. Mais Perfect Days m'a vraiment donné envie, en tout cas, d'aller découvrir la filmographie de Wim Wenders. Allez voir Perfect Days, c'est excellent. Faut que tu le regardes. Ouais, je vais noter ça. Ta 6ème position? Moi aussi, c'est un film musical. Enfin, musical. Oui, si, on peut dire. Wonka, qui est sorti Willy au mois de Wonka, Willy décembre. Wonka. Oompa, Loompa, Doobadi-doo. Je l'ai dans la tête depuis un mois et demi. C'est très bien. Euh, euh, je m'attendais à rien en allant voir ce film, parce que je suis pas du tout comédie musicale. Alors, quand j'ai vu La La Land, ça m'a réconcilié, parce que bah, c'est un chef-d'œuvre. Mais, euh, mais de base, c'est pas trop mon style. Et là, je me suis dit, bon, Wonka, Timothée Chalamet, pourquoi pas. Ça casse pas trois pattes à un canard. Est-ce que Donc, je me permets tout de suite de faire une pause? Est-ce qu'on peut m'expliquer la haine de Timothée Chalamet en France, qui en plus de ça est français? oui, Ça me oui, rend c'est un fou, frère. français. Mais en Ça... fait, je sais pas, les gens détestent les gens qu'on voit beaucoup. Bah, il y a Margot Robbie qui en a parlé il y a 2 jours, là, Oui, oui. où elle disait que fallait pas la voir trop parce qu'après les gens allaient se lasser, tout ça. Je pense que Timothée Chalamet, il souffre du truc jeune, talentueux. Beau. euh, oui, et du coup, Oh, mais mec, ça les me... gens le détestent. Mais en plus, les gens qui détestent Chalamet et qui trash talk sur lui, Mais c'est comme, c'est des mecs pas du tout fans de ciné. oui, mais c'est comme ceux qui trash talk Zendaya, Ouais, Tom Holland, tout ça. C'est juste des mecs qui détestent les jeunes riches, c'est trop grave. talentueux. Parce que quel acteur, Chalamet, putain. Mais donc oui, Wonka, je n'ai pas vu le film de 71, je crois, ou enfin dans ces eaux-là, qui est donc une inspiration, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont allés voir le film en s'attendant à ce que ce soit Oui. le spin-off du Wonka de Tim Burton avec Johnny Depp. Et du coup, tout le monde disait, ah, mais c'est de la merde, ça n'a rien à voir avec le film original. Mais du coup, c'est pas le film original. Donc voilà, faut se renseigner un peu, même si je peux comprendre l'entourloupe. Ben, moi Mais, je suis allé voir le Charlie et la chocolaterie de 71, que j'avais jamais vu. Je suis un gros fan du Charlie et la chocolaterie de Tim Burton. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais aller voir le Charlie et la chocolaterie original. Qui est une toute autre vision, en effet. Je trouve que le Willy Wonka... je trouve que le Willy Wonka de Johnny Depp, après avoir vu celui de 71, est quand même vraiment pas dingue. Parce que, putain, j'oublie toujours le nom de l'acteur. Mais effectivement, il y a beaucoup de refs. Alors, je vais te laisser parler, excuse, après. C'est hum, les refs. Et du coup, j'étais trop content, tu sais, j'avais les refs. ouais, Euh, il y a, tu sais, quand il signe le contrat et que la petite dit en chuchotant regarde bien les petites les lignes. petites lignes. Et ben dans le film de 71, Willy Wonka fait signer aux enfants, quand ils arrivent dans la chocolaterie, un contrat avec des tout petites lignes en bas. Donc il y a Ah oui, ok. ça, il y a la scène de fin avec la musique, qui était la musique qui était dans le Charlie et la chocolaterie de 71. Ok. Et il y en a une troisième que j'ai oubliée. Mais Et c'est... j'imagine que la chocolaterie qu'on voit à la fin, c'est la même que dans le film de 71. Ouais, après c'est un peu dur à dire parce que 71, t'avais pas de plan large sur la chocolaterie à l'extérieur. Et Ok. c'est Monsieur Gene Wilder hein, qui fait un Willy Wonka exceptionnel. Voilà, vraiment, il ridiculise Johnny Depp en vrai. Bon, Avec tout le respect qu'on a pour Johnny. évidemment qu'on aime. Du coup, oui, Wonka, je reprends. Je vais quand même lire le synopsis, même si bon, tout le monde connaît, mais le jeune Willy Wonka, extraordinaire inventeur, magicien et chocolatier, tente de mettre en place une boutique de chocolat en ville. Il affronte le cartel des chocolatiers qui voient d'un mauvais œil son arrivée, alors qu'il se met à créer ses premières friandises uniques au monde, tout en rencontrant les Oompa Loompa. Oompa Loompa, Doobadidoo. Badidou. C'est Si une vous êtes comédie un musicale. Oompa Loompa, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je suis un Oompa Ouais. Loompa. Et avec Doompa la Didou. petite chanson à côté. Voilà. Oui, voilà. C'est réalisé par Paul King qui a juste réalisé les deux Paddington. Et alors, l'anecdote qui est quand même, c'est que les deux Paddington,
pour moi, c'est des films pour enfants. J'avais vu le 1 quand il est sorti, et encore, je pense que j'étais déjà trop vieux pour le voir, mais je n'ai aucun souvenir du film. Mais il y a un film que j'ai vu il y a pas longtemps, où tu as un personnage à un moment dans le film qui regarde Paddington 2. Et tu as un personnage qui passe dans la pièce à ce moment-là, il dit ah, mais tu regardes ça, c'est pour les gamins, c'est nul et tout. Et tu as le mec qui regarde, qui dit mais attends, c'est l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire. Et il dit regarde-le. Et plus tard dans le film, tu vois le mec qui regarde et qui pleure et qui dit putain, c'est un chef-d'œuvre. C'est quoi le film Et déjà? donc, moi, Ça me dit un truc. c'est avec un petit ours animé qui vit à Non, non, Londres. non, pas Paddington, le film dont tu parles. Mais je sais plus. Mais je me souviens de cette scène. Enfin bref. Et j'ai plusieurs fois vu depuis sur Twitter des gens qui disaient que vraiment premier degré, Paddington 2, c'est un chef-d'œuvre. Du coup, il faut que je revoie les deux Ouais, Paddington parce que pareil. je trouve que ça n'a aucun sens. Mais et en plus, après avoir vu Wonka, ça me donne encore plus envie. Parce que Wonka est une super comédie musicale aussi. Les chansons sont hyper entraînantes, agréables. C'est vraiment le feel-good movie de Noël. Je l'ai vu 3-4 jours avant Noël. J'étais dans l'ambiance de fou, c'était trop bien. En fait, c'est le genre de film où tu sors, t'as le smile. Genre, c'est trop cool. Les acteurs, et tu sens qu'ils s'éclatent. Tu sens que le tournage, ça devait être grave cool. Les décors sont fous. Olivia Colman est extraordinaire. Celui qui joue son mari, Ouais. il est mais terrifiant et en même temps, enfin, il est fou ce mec. Hugh Grant en Oompa Loompa, bah, évidemment. Timothée Chalamet est un super Willy Wonka. Donc voilà, franchement, je ne peux que conseiller Wonka. Et ceux qui n'ont pas aimé, peut-être qu'ils n'ont pas aimé parce qu'objectivement le film ne leur a pas plu, ou peut-être aussi c'est parce qu'ils ne sont pas allés avec l'optique de voir un film qui n'a rien à voir avec celui des années 90, de Johnny Depp et tout ça. Donc voilà, peut-être une deuxième lecture est nécessaire. Mais en tout cas, moi, j'ai kiffé. Années 90, c'est même 2000, j'aurais dit 2008, 2009, genre. Non? Mais non, Attends, moi, pour tant qu'on moi, j'ai mis Charlotte et la chocolaterie. Et c'est woke vos conneries. 2005. Ah 2005, ouais, quand même. Attends, c'est après Pirates des Caraïbes du coup. certainement. Putain, ouais, le Johnny là. Ok. Moi j'ai adoré Wonka, comme t'as dit. Ça faisait du bien d'avoir un film très feel good comme ça. Et, vraiment, tout est bien. Je trouve que le film est drôle aussi à certains moments. J'aime bien la blague de les pauvres et l'autre qui a envie de vomir. Non, franchement, je trouve que c'est très réussi. Les petites références à Willy Wonka étaient très bonnes. Timothée Chalamet fait un excellent Willy Wonka et je l'ai complètement visualisé en un jeune Gene Wilder. Euh, donc non, pour moi c'est vraiment une réussite. Ouais, j'ai pas grand chose à dire. Comme tu l'as dit, c'est vraiment un film qui a fait du bien, que j'ai envie de montrer à mes enfants. Mm. D'ailleurs, Timothée, tu mets la table. Et je me suis eu seul. Et non, voilà, j'ai pas grand chose à dire sur Wonka. C'est une vraie réussite. C'est Ouais. exactement ce que ça devait être. Et ouais, le film esthétiquement aussi est super beau, très coloré. Voilà, c'est parfait. Est-ce que c'est un film qui mérite d'être acheté en DVD? Je sais pas si je l'ai mis, attends. Je pense pas l'avoir mis par contre. Parce que j'ai les deux Charlie à la chocolaterie en DVD. J'ai acheté, tu sais, je t'ai envoyé, j'ai acheté un bol, enfin pas du tout le terme, un truc de popcorn métallique Wonka. Ah oui. Ouais. Parce que je voulais m'en acheter un et j'ai vu Wonka. Ah si, je l'ai mis Wonka. Je sais pas si j'achèterai en DVD en vrai. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Mais je pense pas parce que c'est c'est- c'est- c'est très feel good. C'est voilà. Est-ce que ça m'a marqué après? Je pense pas. Mais ouais, par contre, c'est vraiment un très bon film. Euh, Oui, ma cinquième position, c'est ça? Ouais. Ouais. Dream Scénario. Alors, Dream Scénario, quelque chose qui m'attirait beaucoup dans le film, c'était le. Scénario. Ouais. Alors, on est sur A24, donc ça déjà, on aime. Un père Ouais. de Comme famille, The Iron Claw, par exemple. par exemple. Un père de famille infortuné voit sa vie bouleversée quand des millions d'étrangers commencent à le voir dans leurs rêves. Lorsque ses apparitions nocturnes prennent une tournure cauchemardesque, il doit assumer sa nouvelle célébrité.
Alors, le film, il est en 2 étapes. On va assez vite dans le vif du sujet. Tout le monde voit un homme dans leur rêve. Et cet homme, c'est Nicolas Cage, qui interprète Paul Matthews. Et Ah oui, je ok. sais pas si t'avais entendu parler de ce truc, mais c'était un truc à l'époque qui tournait beaucoup, tu sais, avec une image. Je sais pas si t'avais entendu parler de ce truc sur internet. Une image d'un mec qu'on avait tous déjà vu dans nos rêves. T'avais jamais vu ça? Non, Il y avait un non. truc, enfin moi je l'ai jamais vu, le frérot. Mais ouais, apparemment c'est un truc, bon apparemment ça a été débunké, c'était fake. Euh, Ok. mais, euh, mais en gros, ouais, c'est inspiré de ça. Et je trouve que le synopsis c'est fou quoi. Donc ça c'est la première partie du film. Et il y a un moment où ça va tourner, les rêves vont devenir des cauchemars. Et donc on va rentrer dans... donc forcément ce mec va devenir l'énorme célébrité. Et bah, quand tout le monde va le voir dans les cauchemars, plus personne va vouloir voir ce mec. Et donc il y a cette notion de cancel culture qui est Ok. très intelligemment amenée. Ouais. Allez, tente-le. Allez, pourquoi pas. C'est réalisé par Christopher Borgli. C'est le premier film de lui que je vois, mais il y en a un qu'il faut que je vois depuis très longtemps, qui est Sick of Myself, qui est sorti en 2022. Et que ça faisait hyper longtemps qu'il fallait que je voie, j'ai jamais pris le temps de le voir. Mais du coup, là, ça m'a donné envie de le voir parce que ça a l'air d'être un peu barré aussi comme Dream Scenario. C'est un film qui est presque horrifique parfois, qui est hyper bien réalisé. Malheureusement, j'aime pas la fin. J'aime Ah, pas la fin dommage. du film et c'est frustrant. C'est frustrant, ouais, les 20 dernières minutes, je dirais, sont frustrantes parce que putain, ça aurait pu être un excellent film. Et finalement, ça reste un très bon film, mais qui a pas décollé. Et ouais, on reste vraiment sur notre fin. Je trouve que la fin est décevante pour un tel scénario, une telle idée. C'est dommage. Voilà, je trouve ça vraiment dommage. Il y a une scène par contre que je trouve exceptionnelle, de malaise, qui résume très bien le film, un espèce de malaise, il y a un truc vraiment palpable avec ce film qui est très intéressant. On est à la fois en empathie avec Nicolas Cage et à la fois on se dit ah. Et justement cette scène dont je parle que j'ai adoré, c'est ce qu'on pense être la raison pour laquelle Nicolas Cage, le personnage en tout cas de Paul Matthews, devient non plus n'est plus dans le rêve de tout le monde, mais dans les cauchemars de tout le monde. Hmm. Donc c'est hyper intéressant et j'ai beaucoup aimé ce film, j'ai beaucoup aimé la direction artistique, je trouve que la photographie est très bien travaillée, la réalisation est très bonne. Donc voilà, un très bon film, mais comme j'ai dit, qui a rien d'être excellent. Malheureusement, on reste sur notre fin par rapport à cette fin. C'est un film que je recommande vraiment, qui est actuellement en salle, dans très peu de salles malheureusement en France. Mais voilà, donc si regardez, s'il passe pas loin de chez vous. Dream Mais moi, ça me Scénario. donne bien envie, parce que j'ai entendu parler là d'un film où Nicolas Cage méritait limite une nomination à l'Oscar, ou je sais plus quoi, je sais plus si c'était ça ou un autre truc. Je Mais, vois que ça parce qu'il a été nommé au Golden Globe. Alors Golden Globe, on rappelle, il y a comédie et drame. ouais, c'est ça, Je le mets pas dans les. Je sais combien de nominés aux Oscars? 6 7 je sais plus. je Euh, sais plus. je le mets pas dans les 6 7 nominations. Ouais, Mais il fait une bonne perf. Après Nicolas Cage, bon, pas un acteur ouais, bah, exceptionnel. c'est que moi, j'aime pas vraiment Nicolas Cage. Enfin, je suis pas du tout fan Moi non de plus, c'est pas du tout le genre l'acting et d'acteur. tout. Après là, il est plutôt bon, mais c'est pas. Voilà. Ouais, Ça ok. reste un acteur assez limité. Mais qui là pour le coup fait vraiment un truc, tu vois, osé et tout, et vraiment un très bon film que je Mais recommande. le scénario, il donne trop envie. Il est sur le fameux site UraWatch, si tu veux le voir. Ah, parfait. Ta cinquième Euh, position, et on est au Ouais. milieu du classement ou quoi la team? Oh, mais ça va trop vite. Alors moi, le film, le titre, c'est la fin du film. Donc si vous voulez pas vous spoiler, vous n'écoutez pas le titre. L'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford. Alors toujours plus long comme titre. Virgule. Euh, oui. Alors, c'est un super film, mais trop irrégulier. Le début du film est génial, l'ambiance, les acteurs, que ce soit leur charisme, leur façon de jouer, les personnages qu'ils incarnent. La musique, vraiment la BO du film, là pour le coup, c'est pas du tout irrégulier. Genre, tout le film, la musique, elle est.
extraordinaire, je trouve. J'écoute même la BO maintenant, tellement elle est folle. C'est avec Brad Pitt, Casey Affleck, Sam Rockwell, Jeremy Renner, Sam Shepard, enfin bref, le casting de fou, mais surtout Brad Pitt et Casey Affleck. Casey Affleck que j'ai pas découvert parce que je le connaissais avant, mais découvert vraiment en tant qu'acteur dans Manchester by the Sea, qui est l'un de mes films préférés. Casey Affleck qui est extraordinaire, enfin j'adore cet acteur. Nominé pour Euh, meilleure performance dans une supporting role aux Oscars pour ce film. mais logique. Parce que c'est lui enfin, il vole le film, quoi. Il vole le film à Brad Pitt. Enfin, c'est le niveau de Casey Affleck dans ce film est époustouflant aussi. Enfin, vraiment, je tombe de plus en plus amoureux de ce mec à chaque film que je vois de lui. Mais c'est l'un des acteurs les plus sous-cotés. Faut que tu regardes, en plus, il est réal aussi, de Light of My Life, qui est un film mais Ouais. que j'aime tellement. Il est acteur principal et réal du film. Ah, bah, je vais regarder. Mais ouais, lui, plus ça va, plus il monte dans mon classement aussi de mes acteurs préférés parce il est génial. Donc oui, le début du film est fou. La fin. Oh là là, la fin est extraordinaire. C'est l'une des meilleures fins de film que j'ai vues, en tout cas récemment. Enfin, j'étais choc-barre de baiser, si je puis me permettre l'expression. Et le problème, c'est entre le début, donc la première demi-heure et la dernière demi-heure. Euh, les intrigues sont pas intéressantes. Je sais pas, enfin, en fait, j'ai trouvé ça très très chiant. J'ai failli m'endormir à plusieurs reprises. On se perd un peu dans les noms des personnages. Ça m'avait fait ça. Enfin, tu sais, on en avait parlé pour Oppenheimer, Hmm. où tu as trop de noms et tu perds, tu te dis attends mais lui c'est qui déjà? Les relations entre les personnages qui changent trop vite, un coup ils sont ennemis, un coup ils sont amis, tu comprends pas trop qui trahit qui, enfin trop flou. Je me suis un peu perdu à plusieurs moments, sauf une scène au milieu du film qui est génialissime d'un repas, un repas de famille avec Casey Affleck et Brad Pitt qui se donnent la réplique, mais cette scène elle est folle. Donc pour cette scène, la première demi-heure et la dernière demi-heure, je trouve, quand même un grand film parce que c'est tellement du haut niveau ces moments-là. Mais je peux pas le mettre trop haut parce que il y a cet entre-deux là un peu chiant. Et ouais, voilà. C'est ma petite déception de ce film. Après, c'est réalisé par ce fils de pute d'Andrew Dominic, qui a réalisé Blonde. Donc, va te faire enculer. Et c'est vrai que t'avais pas aimé Blonde. Non, mais tu peux pas aimer Blonde, ça n'a aucun sens ce film. Et que la performance d'Anna de Armas, c'est le film le plus. J'ai jamais vu un film aussi prétentieux pour rien que Blonde. C'est-à-dire que on te fait croire que c'est un film Alors que intelligent. Maestro existe. De quoi? Alors que Maestro existe. Ouais, non, mais au moins Maestro, tu comprends ce qui se passe. Oui. Et parce que la Blonde, ça n'a aucun sens, quoi. C'est tu passes du noir et blanc à la couleur pour rien. Tu sais pas pourquoi, tu comprends rien de ce qui se passe. Enfin bref, c'est vraiment de la merde ce film. Euh, Voilà, donc Andrew Dominic va te faire enculer. Mais moi, par contre, l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, carrément, j'ai pris 2 ans depuis que j'ai dit le nom du titre. Euh, je l'ai en DVD depuis vraiment très longtemps. Et bon, bah, je pense que je vais pas tarder à le regarder. Ce qui me rebutait un peu, c'était la durée. Mais il faudrait que je le regarde. Ah mais tu l'as jamais vu? Non, 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 je l'ai en DVD depuis pas longtemps. Parce que je me souviens que on était au ciné pour aller voir Elvis et tu m'avais dit oh aujourd'hui j'ai acheté des DVD, tu m'avais montré la Oui, ah boîte oui, voilà. de Ah oui, oui, non, mais je l'ai depuis super longtemps, le DVD. et du coup je pensais que tu l'avais vu. Non, non. Faut que je prenne le temps Hum. de le voir. Enfin. Alors, une petite pépite, si tu m'autorises l'expression. Avec un acteur que j'aime un peu, qui s'appelle Jeremy Allen White. Bon, en vrai, Ah, je connais pas. il joue vraiment les 5 dernières minutes du film, et qui est, comme par hasard, la meilleure scène du film. Fremont. Comme Frem- par hasard. Comme par hasard. Fremont. Donia, 20 ans, était une traductrice afghane travaillant pour le gouvernement américain. Elle vit aujourd'hui seule à Fremont, en Californie. Bah, cette Donia, en fait, son travail, c'est d'écrire les mots dans les. Alors, c'est des cookies, là, en l'occurrence. Mais tu sais, comme, je sais pas, dans. Tu Tu sais, acceptes les cookies toi? Bon, c'est pas facile hein, de travailler avec cette personne. Donc,
Tu sais, que dans les trucs chinois, là, il y a des mots des fois. Oui. Bah, Les biscuits chinois, quoi. les biscuits chinois, oui. Et ben voilà, elle écrit les mots des cookies chinois, si tu veux. Bon, t'as compris l'idée. C'est réalisé par Non, c'est pas bien. Par... c'est réalisé par Baba. Non, c'est réalisé par Babak Jalali. Et c'est un excellent film. J'ai adoré. C'est pareil, d'une simplicité. Alors, c'est un film en 4 tiers, en noir et blanc. Et c'est un film d'une simplicité où on a cette femme, bon, bah, qui était une traductrice afghane, donc, qui avait une vie donc pas banale. Bah, qui a maintenant la vie la plus banale possible. Il y a des scènes vraiment, vraiment hyper intéressantes sur des questionnements de vie. J'ai bien aimé notamment, j'ai beaucoup aimé même une scène où un père et sa fille vont tomber sur un des mots qu'elle a écrit. Non pas à des mots de. Le rappeur. Oui. Ouais. T'imagines sinon, On serait. ce serait complètement what the fuck quoi. Ouais, pas d'accord, la team? Et en gros, un jour, sa collègue, elle va lui dire mais pourquoi t'essayes pas d'avoir une relation amoureuse. Et elle, bon, elle est un peu désespérée par ça. Et du coup, dans un de ses cookies, bah, elle va mettre machin, je recherche un truc machin, 06, elle va mettre son numéro quoi. Ok. Euh, et donc voilà, il y a plein de choses très intéressantes. Sa relation avec son psy aussi, qui est un peu taré. C'est un film, encore une fois, très simple. C'est, je trouve, assez similaire à Perfect Days. Et dans sa simplicité, où on nous montre quelqu'un, pareil, qui est dans une routine. Mais qui, pour le coup, là, le, essaye de faire croire qu'elle le vit bien, alors que c'est pas le cas. Alors que Perfect Days, on sent qu'il le vit bien. Là, ouais, on sent que il y a une espèce de façade. Et c'est hyper intéressant. La scène de fin avec Jeremy Allen White, je pense que rien que de repenser à cette scène, c'est-à-dire que on ne pouvait pas choisir meilleur acteur que Jeremy Allen White qu'à ce truc dans le regard. Oh là là, la scène est magnifique. La scène est magnifique. Cette rencontre avec ce garagiste qui est joué par Jeremy Allen White. Je vous recommande vraiment Fremont, qui est non peut-être plus au cinéma. Un excellent film et rien que pour les 10 dernières minutes, putain Jeremy Allen White, mais quel acteur. Quel acteur. Tu disais que Casey Affleck était en train de monter. Moi Jeremy Allen White, je pense que là, je peux plus quoi. Je peux plus cet acteur. C'est deuxième position quoi. Il y a le roi John. Ah ouais. Ah mais mec, j'en peux plus. Je suis amoureux. The Bear, je l'ai suraimé. Fingernails, je l'ai suraimé. Fremont, je l'ai suraimé. Et il a fait que ça, quoi, dans sa carrière. Et évidemment, des Iron Claw, on attend. Mais sinon, après, c'est Shameless, quoi. C'est une série qui a 25 saisons. Mais il a fait que ça dans sa carrière, le Boog. C'est un truc de fou, quoi. Donc, non, Non, mais moi aussi, hein, je l'aime d'amour, hein, mais peut-être pas top 2 quoi. Ah, mais moi, je peux plus, quoi. C'est vraiment Jeremy Allen White, merci d'exister. Donc voilà, regardez Fragment, il est dispo sur Eurawatch aussi si tu veux. Et regardez The Bear pendant que vous y êtes aussi. Oui, évidemment, ça faut toujours le rappeler. Quatrième position, c'est quoi au pied du podium ou quoi? La médaille, Euh, bah non, il y en a pas. Ah bah non, vous êtes les nuls, quatrième. En plus, c'est marrant parce que c'est vraiment Les Misérables. Allez, Donc, let's go. allez, le petit jeu, voilà. Réalisé par Ladji Lee. Sorti en 2019 en France. C'est un film qui retrace, je vais faire l'histoire de ce bon vieux Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la brigade anticriminalité de Montfermeil dans le 93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Guada, deux baqueux d'expérience, et découvre rapidement les tensions entre les différents groupes du quartier. Alors qu'ils se trouvent débordés lors d'une interpellation, un drone filme tous leurs moindres faits et gestes. C'est un film qui ressemble énormément, évidemment, à La Haine. J'imagine que la Gilly a été inspirée. T'as pas vu son vidéoclub? Non. Ah, je pensais que tu t'avais regardé le film parce qu'il a sorti un film là récemment.
Et ben oui, il D'accord. parle de la haine Ah oui, oui, et bâtiment, je sais pas quoi, là, ouais. bâtiment Et il 13. parle de la haine justement comme une grosse ref. Ouais, ah, voilà. Ça se ressent direct dans le film. Le point fort du film, c'est la retranscription justement des quartiers. Alors, je peux pas dire que voilà, j'y ai jamais vécu, j'y suis jamais allé, je sais pas comment ça se passe, mais je trouve que on ressent une certaine réalité et je pense que ça doit être quand même assez réaliste et bien fait. Il y a une, comme c'est dit là dans le synopsis, il y a une tension, il y a les acteurs jouent très très bien, mais c'est ils jouent tellement bien, t'as vraiment l'impression que c'est leur, enfin les backeux, t'as vraiment l'impression que c'est des flics qui pendent dans la vraie vie quoi. Enfin le Mais Alexis Manenti là qui joue Chris, il est abominable, mais qu'est-ce qu'il joue bien, c'est alors, fou faut quoi. savoir que Lajli, pardon, il vient du documentaire. Donc, Ok. et Les Misérables, alors là-bas c'est un court métrage, et je parle comme si j'avais vu le film, hein, je l'ai pas vu, faut que je le regarde. Euh, et oui, donc oui, il y a eu beaucoup de travail en amont et il voulait faire un truc très réaliste. C'est un mec qui vient de Courtrajmé aussi. Courtrajmé qui est vraiment, qui a été comment dire, une inspiration pour beaucoup de réals. Il y a Kim Chapiron qui vient de Courtrajmé qui a fait Dog Pound, le réal de Dog Pound. Et ça a été la première fois qu'on parlait, enfin, hormis la haine évidemment, mais qu'on parlait des jeunes de banlieue et surtout que des jeunes de banlieue parlaient de jeunes de banlieue au cinéma, tu vois. Et d'ailleurs, il fait un truc super, Ledgely, il ouvre des écoles de cinéma gratuites en Ah France, ouais. et il y en a une qui est aux États-Unis qui va s'ouvrir là, il disait ça dans le vidéoclub, et qui est avec en parrain, putain, je sais plus qui c'est, Marlon Brando. Marlon Brando, on a fait la même vanne. Non, mais il y a un énorme acteur, et putain, j'ai oublié le nom. Ou un énorme réal, je sais plus. Mais et notamment parce que Les Misérables a été nommé pour l'Oscar du meilleur film étranger, donc il a pu avoir, Ouais. il y a eu beaucoup de contacts. Mais donc oui, les acteurs jouent tellement bien qu'on dirait vraiment que c'est eux quoi. Et justement, tu dis, il vient du documentaire. Et maintenant que tu le dis, ça se voit énormément. Enfin, vraiment, on dirait un documentaire parce que tu les suis. Ces trois backeux là, donc Stéphane qui rejoint l'équipe des deux là, des deux autres. Tu les suis pendant 24 heures, je crois. Vraiment, le film, ça suit 24 heures de leur vie. Il est bas de long Et ce film. la fin est d'une tension, d'un suspense, d'une intensité de jeu, de décor, on dirait presque une pièce de théâtre, tellement tout s'enchaîne. C'est d'une violence et ça se termine sur. C'est pas vraiment une fin en fait, c'est une fin ouverte. Voilà, je spoil, enfin c'est pas vraiment du spoil, mais bon, voilà, c'est une fin ouverte. Euh, je voulais dire un autre truc aussi tout à l'heure, mais oui, oui, c'est. Ah oui, c'est que souvent les films comme ça de banlieue, il y a un côté qui est le bon et un côté qui est le gentil. C'est très manichéen. Ça peut être des fois les flics qui sont montrés comme les gentils, les héros, des fois comme les gens de banlieue, quoi, tout simplement. Là, on voit les bons côtés et les mauvais côtés des deux camps. D'ailleurs, enfin, il n'y a pas de camp, quoi. C'est juste c'est une situation sociétale qui impose ça. Mais c'est très bien réalisé de ce côté-là. On tombe pas dans la caricature. Ils C'est devraient prendre note, les réals français, parce que quand c'est un jeune de banlieue qui fait un film sur la banlieue, donc c'est le cas de Lajli, bah, il montre le bon côté des flics. Alors que quand c'est l'inverse, ouais. généralement ils montrent pas le bon côté des jeunes de banlieue. Bah en fait, c'est que là, tu as des gentils, entre guillemets, des deux côtés. Enfin, tu as donc le personnage de Stéphane, qui est un gentil flic, on va dire, et le personnage d'Alexis Manenti, donc qui joue Chris. Enfin, le personnage de Chris, qui est joué par Alexis Manenti, qui est abominable. Donc, qui est un flic, mais qui est. Enfin, c'est une ordure, quoi. Et pareil, tu as des mecs de banlieue, c'est pareil. Et voilà, c'est pour ça que c'est très nuancé, donc c'est agréable de ce côté-là. Et en plus, ça dure qu'1h42, donc ça se regarde très rapidement, facilement. On est plongé dans l'ambiance directe, donc c'est ce que la France peut offrir de mieux. Et donc voilà, avec tous les films français malheureusement qui sont pas à la hauteur, ça fait du bien d'en avoir comme ça de temps en temps. 4 Césars pour Les Misérables, meilleur montage, meilleur film, tout simplement. Le César du public, et meilleur jeune espoir pour Alexis Mananti, justement. Ok. Putain, c'est vrai qu'il a une gueule, ce mec. Et puis Ah nominé mais pour meilleure photographie, meilleur premier film, c'est vrai que c'était le premier film de Lajli.
meilleure musique, meilleur screenplay, meilleur scénario original, meilleur Et il y a réal. Romain Gavras dedans. Romain Gras, putain. Meilleur acteur, Mm. Damien Bonnard. Et meilleur jeune espoir qui était nommé aussi, Djibril Zonga. Je sais pas si tu vois Bah, lequel c'est. c'est le deuxième backer. Voilà, moi, il faut que je le voie, Les Misérables, assez vite. Allez, ma troisième place, c'est une série mini-série, pour être plus précis. Amazon Prime, Oh, Daisy elle est toute Jones. petite cette série, non? Daisy Jones and the Six. Et donc, même The Sex. Alors, on suit la montée en puissance du groupe de rock Daisy Jones and the Six sur la scène musicale de Los Angeles dans les années 70, en attendant de devenir une icône mondiale. Alors, moi je croyais que c'était au début, tu sais, c'est tellement biopic que je me dis c'est un vrai groupe, et en fait, c'est pas du tout un vrai groupe, c'est inspiré d'un roman. Euh, Oui, voilà, c'est un roman, donc c'est pas une vraie histoire. J'ai adoré cette série. Au début, j'avais peur de voir un énième biopic bon, mais qui manque d'une identité. Et la putain de sa mère. Alors, je vais évidemment gros love sur Riley Keough qui est incroyable. Sam Claflin qui est incroyable. J'ai adoré même Sébastien Chacon. J'ai beaucoup aimé Will Harrison aussi. Comment elle s'appelle elle, je vais pas le retrouver, mais vraiment un casting. Camilla Moore. Bah, justement, un casting excellent. Voilà, Suki Waterhouse. Un casting excellent, mais Camilla Moron, je le dis et je te l'ai dit, c'est l'un de mes. Alors, qui joue donc Camilla Dunn, c'est l'un de mes personnages féminins de séries télé préférés all time. Et plus j'y pense, plus tu vois, je pense qu'elle est top Alors 3. que Shiv Roy existe. Ah, mais voilà, j'ai dit l'un des. L'un des. Euh, Parce que, putain, qu'est-ce qu'elle est bien écrite. C'est parfaitement écrit et qu'est-ce qu'elle joue bien. Mais qu'est-ce qu'elle joue bien. Il y a les Emmy Awards ce soir, mais si elle prend pas l'Emmy, c'est scandaleux. Elle a pas pris le Critics' Choice. Elle était même pas nommée au Golden Globe. Mais je sais que je comprends pas. Euh, Elle est exceptionnelle. D'un charme, c'est une femme forte. C'est. Et la fin de cette série. Regardez Daisy Jones and the Six parce que c'est très fort ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que tu as l'impression de voir un énième biopic quand tu regardes les premiers épisodes pour que finalement ça parte dans tous les sens mais dans le positif. C'est-à-dire que on joue justement des codes du biopic et là comme c'est pas une histoire vraie, on peut faire ce qu'on veut. Et c'est ça qui est passionnant avec Daisy Jones and the Six. C'est une excellente série, très sous-cotée à mon sens. Alors je vois sur IMDb, elle a noté 8 points, je trouve que c'est complètement mérité, mais je trouve qu'on ne parle pas assez de cette série. Parce que putain, qu'est-ce que c'était bien, qu'est-ce que j'ai adoré cette série. Ils ont déjà remporté 2 Emmy, alors là on parle des Emmy Awards secondaires. Et ils sont nommés pour meilleure mini-série ou série d'anthologie. Riley Keough est nommée pour meilleure actrice. Camilla Moron donc, est nommée, j'espère, va gagner. Le casting global est nommé également. Pas Sam Claflin. Sam Claflin était nommé au Golden Globe mais pas aux Emmy Awards. Alors qu'il est exceptionnel. J'adore cet acteur. Il joue dans Hunger Games, mais dans Peaky Blinders aussi, il est génial. Il joue dans Peaky Blinders. Oui. Putain, je savais même pas. Toi, t'avais pas regardé la dernière saison? Non, je l'ai pas vu. Il joue dans la dernière, mais aussi l'avant-dernière, où il joue le communiste, un peu le Ah Hitler, oui, quoi. putain, Tu vois. c'est lui. Ouais. What? Ah ouais, Et, ça vient de me. Putain. Ah ouais. Non mais il sait il est tout faire incroyable ce dans mec. Peaky Blinders. Donc, Ah mais rien à voir dans Daisy Jones and the Six, pardon. Putain. Ah ouais, non mais c'est un acteur de zinzin. Putain, j'avais pu. Ah ouais, là je suis choqué carrément. Et il y a d'ailleurs le travail de vieillissement, parce qu'il y a beaucoup d'années qui se passent. Le travail de vieillissement est invraisemblable. J'ai l'impression, alors je sais pas si. J'ai l'impression que Riley Keough a pris du poids entre plus jeune et plus vieille, quoi. Enfin, c'est fou, le travail de vieillissement, il est parfait sur tous les acteurs, c'est impressionnant. Donc non, une série excellente pour moi, c'est vraiment vraiment à voir. Et Camilla Moron, je suis amoureux, c'est bon. Parce que au-delà de sa beauté,
c'est une actrice fabuleuse et putain. Enfin, Daisy Jones and the Six, énorme, énorme, énorme coup de cœur. Allez, c'est quoi toi ton podium? Moi, mon podium, c'est. Alors là, il y a écrit le titre, c'est Bernstein, alors que pas du tout. Le titre, c'est Maestro, de Bradley Cooper avec Bradley Cooper. Monsieur Bradley Cooper, d'ailleurs, qui ne mérite pas toute la shitstorm qu'il mange depuis quelques semaines. T'as dit les termes. Euh, Parce que, oui, c'est un film prétentieux. Oui, il veut son Oscar, ça se voit. Mais c'est pas pour ça que le film en est mauvais. Il est même très bien, parce que c'est pour ça que je le mets troisième. Euh, Bradley Cooper est un réalisateur sous-coté de fou. Il est exceptionnel en réalisateur. C'est un acteur de fou. Bon, ça, je pense que les gens le savent plus. Mais réalisateur de dingue aussi. Là, je vois producteur. Bradley Cooper, Martin Scorsese, Todd Phillips, Steven Spielberg. Déjà, tu te dis, oh, les producteurs. Mais il a Euh, produit le Joker. ouais, aussi. Donc, roi de ce monde. Bradley Cooper qui joue donc Leonard Bernstein. La reine Carey Mulligan, l'une des meilleures actrices au monde. J'adore cette actrice. Elle a joué dans tellement de films que j'ai appréciés. Elle est toujours géniale. Et dans ce film-là, je trouve que c'est celle qui mériterait le plus d'avoir un prix. Même si, bon, face à des Emma Stone, Lily Gladstone, tout ça, je suis pas sûr qu'elle puisse quand même y arriver. Mais je la trouve génialissime dans ce film. L'histoire donc de Leonard Bernstein, qui est un biopic, c'est le chef d'orchestre et compositeur américain qui tombe sous le charme de l'actrice costaricienne Felicia M- Montealegre lors de leur rencontre en 1946. Cet amour complexe est aussi grandiose que téméraire. Euh, J'adore. Ça veut rien dire. Ouais, c'est vrai. Les traductions, t'es sur IMDb aussi. Non, je suis Non. sur le truc de base quand Ok. tu cliques. Mais oui, j'adore la réalisation de Bradley Cooper et la gestion du noir et blanc et de la couleur. Et pourquoi ça passe du noir et blanc à la couleur, je trouve ça hyper symbolique et bien fait. Et voilà. La scène de la rencontre, slash quand ils tombent amoureux, Bradley Cooper et Carey Mulligan, sur cette pièce, enfin sur cette, comment dire, sur cette scène quoi de théâtre. Je la trouve géniale. L'alchimie entre les deux est parfaite. Euh, Il y a des superbes scènes. C'est super bien joué, super bien réalisé, super musique. Peut-être un peu long, mais franchement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et voilà, il ne mérite pas toute cette haine. Enfin, il y a des gens qui disaient oui, il mérite même pas d'être nommé à rien, n'importe quelle nomination, il mérite pas, tout ça. Bon, peut-être doser quoi. Donc voilà. Ouais, moi, je trouve qu'il y a un vrai problème de rythme, notamment au milieu du film. Maintenant, je trouve que le film est très bon. Je suis juste frustré parce que je pense qu'il aurait pu être excellent. Effectivement, le travail de la photographie, de réalisation est quand même vraiment très bon. Le maquillage, etc. pour vieillir aussi. J'en parlais dans Daisy Jones and Ouais. the Six, mais là, dans Maestro, c'est vraiment un travail de maestro, quoi. Et je trouve que ouais, le film est frustrant parce qu'il aurait pu être incroyable. Par exemple, l'homosexualité de Bernstein, on la travaille quasiment pas, alors que putain, mais ça avait l'air hyper intéressant avec le personnage de Carey Mulligan qui avait accepté cette homosexualité-là et, on, Mm. et on comprend qu'ils restent ensemble par rapport à leurs enfants, mais on nous le dit pas en fait. On le sous-entend, on le comprend. Mais je comprends pas que ce soit pas plus étudié alors que c'est l'une des choses peut-être les plus intéressantes du film. Pareil, la scène où on voit vraiment enfin Bernstein en tant que chef d'orchestre, elle arrive très tard dans le film. Alors, ça va lancer pour moi la meilleure partie du film, les 30 dernières minutes qui sont exceptionnelles, notamment avec le travail sur la maladie du personnage de Carey Mulligan. Qui sont vraiment ouais, les 30 dernières minutes elles sont même dures à regarder mais Ouais. c'est vraiment voilà comme tu l'as dit, Kieran Mulligan est exceptionnel. euh,
Donc ouais, c'est un film que je trouve frustrant parce qu'il aurait pu être très bon, vraiment excellent et qu'il ne reste qu'un très bon film. Mais qu'il aurait pu vraiment être ouais, ça aurait pu être un vrai chef-d'œuvre quoi. Mais c'est un film frustrant parce qu'il manque des petits trucs par-ci par-là. Maintenant, les performances, comme tu l'as dit, Kieran Mulligan est exceptionnel et Bradley Cooper est incroyable. Euh, Enfin, moi, vraiment, honnêtement, Bradley Cooper, ça me choquerait pas qu'il prenne l'Oscar, honnêtement. Mm. Euh, voilà, et pour moi, il y en a trois qui méritent l'Oscar, c'est Bradley Cooper, Cillian Murphy, et un troisième dont je parlerai tout à l'heure. Mais voilà, je suis assez d'accord avec toi sur Maestro, c'est un film effectivement prétentieux, et qui est fait pour les Oscars. Maintenant, je trouve pas que ce soit un justificatif de critique. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup des films qui sont faits pour les Oscars et on dit rien. Et on n'en fait pas tout C'est un bon. pataquès, Voilà. tu me permets. Euh, Dis-les à moi. Ma deuxième position, Yeah. Past Lives, nommé Ah. aux Oscars, non, pas du tout du coup. Pas mal de nominations, notamment pour Céline Song à la réalisation, pour Greta Lee en tant qu'actrice principale. C'est un film que j'attendais beaucoup présenté au Sundance. Je pense qu'il a remporté le prix du public, voire même du jury. Ça ne m'étonnerait pas. Non, ah non, je crois même pas. Oh, je sais plus. Non, parce que c'était Sundance de l'année dernière. Bon, ça me saoule. Euh, Déjà, le scénario est fou. On nous raconte l'histoire de Nora et Hae-sung, deux amis d'enfance profondément liés qui vont être séparés après que la famille de Nora ait émigré en Corée du Sud et qui vont se retrouver des années plus tard. Euh, c'est un incroyable film, A24. Une nouvelle fois, c'est un film absolument exceptionnel. La photographie, la réalisation, l'acting, le personnage, parce que on a nos deux personnages principaux. Et moi, j'ai un énorme coup de cœur sur les trois. Mm. Mais sur les deux personnages masculins, plus particulièrement, notamment le personnage de Hae-sung, interprété par l'incroyable Teo Yu, qui a eu aucune nomination, je trouve ça fou. Parce que je le trouve Ouais. exceptionnel. Tu vois, C'est ce qu'on voit. Du coup, je sais pas. ouais, Greta Lee, je la trouve très bonne, mais tu vois, si je devais, je devais donner une nomination à l'un des deux, ce serait plus Taeyu. Mais Taeyu, pas là. Pour ce petit tic. Euh, Oui, j'ai En plus, il adoré a un nom de roi, ce mec. Taeyu. Théo. Il s'appelle Théo. Ouais, ouais, de Bah, loin, c'est un quoi. prénom de roi. De loin, quoi. Ouais, il Euh, s'appelle Théo. J'en peux plus de ce gars. Et ouais, je le trouve exceptionnel parce qu'il parle très peu. Il y a un truc dans le regard, dans le non-dit. Enfin, je trouve son personnage vraiment exceptionnel. Et l'acteur qui l'incarne est incroyable. Mais évidemment, le coup de cœur, il est sur le personnage de John Magaro, donc Mm. Arthur, que moi j'avais vu dans Orange is the New Black, John Magaro. Et le personnage d'Arthur est vraiment exceptionnel. Euh, donc, qui joue tout simplement le mari Ouais. de Nora. Et qui voit cet homme revenir des années après, où il sait qu'il y a quelque chose, mais Il a quel peur est, de perdre sa femme. voilà, mais quel est ce quelque chose? Et il a peur de perdre sa femme, et ce qui est fou avec ce personnage, c'est que c'est pas un personnage insupportable. Non, Au ni méchant contraire. d'ailleurs. Ouais. Au contraire, c'est vraiment un. En fait, c'est ce qui fait toute la force. Enfin, j'en parle, je devais te laisser parler. Mais c'est ce qui fait la force du film, quoi. Oh, mais de toute façon, vas-y, parce que j'ai pas grand chose à rajouter, tellement c'est un excellent film, quoi. Bah, que oui, c'est la force du film parce qu'en fait, tout le questionnement de fin, même du personnage féminin, se fait grâce au personnage de Magaro, qui, de par sa gentillesse, en fait, a l'impression que le personnage enfin, le personnage féminin, je me souviens plus de son nom, mais Nora. cherche un prétexte pour pouvoir vivre avec Théo Yu, mais sauf il est tellement euh, Magaro est tellement gentil et tellement tellement parfait en fait que elle peut pas lui faire ça
Et en fait, c'est ça qui fait toutes ces. Hmm. Il y a une phrase du personnage de Théo Yu qui dit: Je pensais pas que sa gentillesse pouvait me faire aussi mal. Ah Et oui, oh là là, oui. cette phrase, elle est extraordinaire, je trouve. Enfin, moi, elle m'a choc-barre, quoi. Non mais la scène dans le bar. Ah ouais, la scène dans le bar où ils parlent que tous les deux et à côté. T'as l'impression que c'est filmer une vraie scène de la vie. Non mais Genre, t'as l'impression oh qu'ils jouent là là. pas. C'est une vraie, un truc qui a vraiment existé, quoi. En fait, Past Lives, c'est un grand film. Peut-être un problème de rythme, mais qui est finalement quand parce que tout comment dire toute cette première heure, on va dire, elle sert à amener à ce moment-là, à cette scène du bar en fait, Oui. et, Ouais. et tout est utile. Donc même s'il y a un petit problème de rythme avec Past Lives, quel film, c'est le premier film de Céline Song et bah écoute madame, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire. Parce que sans déconner, c'est grandiose ce qu'elle a fait. La scène du bar, je pense honnêtement que c'est l'une de mes scènes préférées de 2023. Et l'une de mes scènes préférées, peut-être all time, honnêtement, c'est exceptionnel. Euh, voilà, j'ai juste envie de repenser à ce film et à quel point il était beau, quoi. Et il y a un mec sur Twitter qui a dit, il y a plein de gens qui pensent que c'est l'histoire d'un amour raté, alors qu'il y a quand même le personnage de John McGarrow qui apprend une langue entière juste pour comprendre les rêves de sa femme. C'est ouf, Donc, bon, il n'y a pas d'amour raté, quoi. c'est beau. C'est, Non, et mais c'est ce ça qui est film est fort dans beau, ça. ce film est beau, quoi. Ouais. Ta deuxième position. Alors moi, on va partir sur un tout autre registre, puisque ce sont que des personnages abominables, qui sont parfaits, hein, mais Saltburn, réalisé par Emerald Fennell, avec Barry Keoghan, le GOAT, enfin le GOAT, l'un des GOATs de ce monde, Jacob Elordi commence à être vraiment partout, qui est génial aussi, Rosamund Pike, Alison Oliver, Archie Madekwe que tu as adoré d'ailleurs, Carey Mulligan, et il y a, alors il joue 5 minutes dans le film, mais je l'ai adoré, qui joue dans House of the Dragon aussi, Ewan Oui, Mitchell. J'ai adoré son perso. Et il y a la scène où il revient dans le bar et que Barry est parti avec Jacob Elordi. Le regard d'Ewan Mitchell qui lance à Barry Keoghan, je trouve, il est ultra puissant. moi j'ai cru Que j'ai adoré. qu'il allait tuer le dragon de Barry Keoghan. Non, 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 mais là, tu mélanges tout, hein. Ça n'a rien à voir. Ah bon. Mais ouais, ce film est dérangeant. Il y a des scènes flippantes, mais flippantes parce que enfin, c'est, tu te dis comment un humain peut faire ce genre de choses. Et quand j'ai appris que Barry Keoghan avait improvisé la scène de la tombe, Oui, faut aller se faire là, enculer. Honnêtement, faut oui, voir un on psy, allait hein. se faire foutre parce que le mec a juste un problème Il psychologique. a un fantasme. Ce que tu te dis, bon, le réalisateur, vas-y, enfin, ou le scénariste plutôt, euh, il a mis quelques semaines à écrire Bon, il a un petit pet au casque, ok. Mais le mec, il tourne la scène et il se dit, vas-y, je vais faire ça. Mais il a un gros problème. Genre, comment la réalisatrice, elle l'a pas stoppé? Tu vois un mec qui commence. Mais moi, gros, je suis la réalisatrice, je dis, vas-y, on coupe les caméras, on le laisse, genre. Je quitte le projet. Le mec est fou. Parce que Barry Keoghan va jouer le Joker. La scène où il a du sang plein la bouche dans la baignoire et qui sourit, j'ai vu le Joker. Enfin, à ce moment-là, je me suis dit, ok, le Joker est entre de bonnes mains. Et ouais, Salburn, c'est génial. J'ai adoré la photographie est magistrale. Enfin, c'est l'un des plus beaux films de 2023, si ce n'est pas le plus beau, esthétiquement parlant. Jacob Elordi est super, Barry Keoghan est génialissime, la fin est superbe aussi. Il y en a qui disaient que c'est surexplicatif. Moi, je trouve que c'est bien. Euh, la scène de fin. Ah oui, il y a aussi Barry Keoghan qui a insisté à être nu et que ce soit son vrai pénis dans la scène de fin. Enfin, le mec a un sérieux souci. Mais voilà, Saltburn, même si très dérangeant, je conseille. Et c'est un film trop, trop cool. Et
avec une ambiance hyper particulière, mais voilà, très très bien. Ouais, franchement, je suis un peu frustré par ce film parce que, encore une fois, je pense qu'il aurait pu être vraiment génial. Euh, je, je le trouve, je trouve qu'il veut trop en faire sur certains aspects, alors qu'il n'en a pas besoin parce que le scénario est vraiment, vraiment excellent et le twist final tout autant. Euh, J'adore la partie un peu lycée et tout là au début. Ouais, ouais. Je trouve que enfin, c'est ma partie préférée du film. Je trouve qu'il y a un énorme problème dans le film, et tu l'as dit, là, je sais plus comment il s'appelle l'acteur, mais ce personnage-là, c'est pas possible. Non pas que le personnage est... Archie, Comment t'as dit, excuse? Archie Madekwe. C'est Madueke carrément, il joue à Chelsea. Je te jure. Non, mais l'acteur, je l'ai trouvé absolument cataclysmique. Et du coup, ben, Bah, normal, il est footballeur du coup. Ouais, non, mais je pense que ça ressemble, hein, mais je pense pas que ce soit ça, Théo. Mais Ok. je pense qu'il y a une vraie erreur de casting parce que ça a rendu le personnage imbuvable, mais pas imbuvable comme les autres personnages. Vraiment, juste, on n'a pas envie de le voir, quoi. Ouais. Euh, donc ouais, j'ai eu un vrai problème avec ça. Euh, Par contre, le film est très particulier. Trop particulier pour certains, ça c'est clair. Mais Mm. je dirais que c'est un très bon film. Frustrant parce qu'encore une fois, il aurait pu être excellent. Barry Keoghan est exceptionnel. Et ouais, je trouve qu'il y a peut-être un peu trop d'éléments aussi. La relation avec la sœur, le truc, le machin. Peut-être qu'on s'y perd un peu. Euh, donc ouais, j'arrive pas à mettre spécifiquement le doigt sur pourquoi je trouve que Mm. Salburn n'est pas un excellent film, mais qu'il en reste encore une fois un très bon. J'ai l'impression d'avoir beaucoup dit ça dans ce podcast mensuel, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de frustration sur pas mal de films où je me dis putain, ils sont à rien d'être excellents, et Salburn en fait partie. Mais j'ai beaucoup aimé l'ambiance, la photographie, comme tu l'as dit, est très belle. Le casting est quasi très bon. Euh, mais ouais, là pour le coup, j'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui m'a, ouais, peut-être un peu trop d'éléments. Euh, voilà, mais sinon, ça reste un excellent film. Et surtout, j'aime ce genre de proposition-là. Complètement. C'est-à-dire, on est dans un film qui paraît complètement fou, mais qui reste réaliste quand même dans l'idée. Euh, donc dans Salburn, franchement, ça vaut quand même le coup d'œil et ça reste un très bon film. Ma première position, un The film Holdover. étant sorti en 2023 de Holdovers, Winter Break en VF. Ça n'a pas trop de sens. Hein, mais... Ouais. De Holdovers, je parlais des trois noms voilà, qui pour moi mériteraient l'Oscar. Bradley Cooper, Cillian Murphy, mais s'il y en a bien un qui à mon sens mérite l'Oscar, c'est Paul Giamatti. Alors la course, ça va être entre Cillian Murphy et Paul Giamatti. Voilà, Bradley Cooper l'aura pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que les deux ont pris le Golden Globe. Donc d'un côté, comédie-drama pour The Holdovers et Paul Giamatti. Et Cillian Murphy a pris drama. Comédie ou musicale, hein, d'ailleurs, pour The Holdovers, pardon. Et par contre, quand les deux catégories n'étaient plus qu'une seule lors des Critics' Choice Awards, c'est Paul Giamatti qui a été le Mm. choix des critiques. Si je devais Moi, mettre de je pense l'argent, que c'est Cillian Murphy qui va gagner. Mais... si je devais mettre de l'argent, je parierais sur Cillian Murphy. Mais putain, qu'est-ce que Paul Giamatti le mériterait parce que voilà, si je dois juger les deux perfs, Cillian Murphy est exceptionnel dans Oppenheimer, mais Paul Giamatti il sort vraiment, vraiment, vraiment une perf au One and a Half Time, genre vraiment, il nous Mm. ressortira plus jamais ça. C'est un acteur qui vient vraiment de comédie à la base, et le voir dans The Holdovers, ça reste quand même une comédie dramatique. Donc, vraiment, je suis à fond derrière Paul Giamatti. Et le voir avoir chopé le Critics' Choice, je me dis, eh, si l'Oscar serait pas pour lui, parce que bon, Cillian Murphy, il aura d'autres occasions. Et puis même, objectivement, je trouve que la performance de Paul Giamatti est au-dessus de celle de Cillian Murphy. Réalisé par Alexander Payne. Là où il n'y a pas débat, c'est pour Da'Vine Joy Randolph, qui a pris le Golden Globe, meilleure actrice secondaire, qui a pris le Critics' Choice. Et puis honnêtement, bon, je vois pas qui pourrait lui prendre. Euh, Dominique Sessa, alors Dominique Sessa qui a pris le Critics' Choice du meilleur jeune acteur.
Dominique Sessa, c'était son premier film. Ah oui, d'accord. Il n'a jamais joué dans rien d'autre. Le mec a jamais joué, il gagne un prix direct. Non mais c'est un 2002, c'est une singerie. Il est exceptionnel. Euh, Alors oui, l'histoire de The Holdovers, c'est un professeur grincheux qui est contraint de rester sur le campus pour s'occuper d'un groupe d'étudiants qui n'ont nulle part où aller pendant les vacances de Noël. Il finit par nouer un lien improbable, avec l'un d'entre eux. C'est le meilleur film de Noël ever. Forever. And ever. C'est vraiment un excellent film de Noël. Très good vibe, mais pas que. La réalisation est magnifique, la photographie est exceptionnelle. The Holdovers est un très grand film, l'un de mes films préférés de 2023. Je veux du love sur ce film. Je veux que Paul Giamatti ait l'Oscar parce que putain, qu'est-ce qui m'a touché. Il y a beaucoup de choses qui sont traitées, mais c'est pas du tout comme c'est pas du tout négatif. C'est que dans la relation entre ces trois êtres humains et comment trois êtres humains complètement différents qui ont chacun des histoires terribles et qui ont vécu des choses complètement différentes, ben comment ces trois êtres humains vont se rapprocher. C'est un film touchant, beau. The Holdovers, allez le voir, il est actuellement au cinéma, tout comme Past Lives. Allez voir ces deux films là, c'est exceptionnel. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. Quand c'est exceptionnel, bah c'est exceptionnel. Il faut voir The Holdovers. C'est trop bien. Voilà. Quelle est ta première position? Moi, c'était pas prévu, Merde. donc c'est marrant. Enfin, si, c'était prévu, mais c'est par rapport à ta première position. Il parle d'un enfant. Non, mais par rapport à ta première position, il y a beaucoup de gens qui disent que le film là, dont je vais parler, c'est un peu le premier Winter Break. Enfin, Winter Break est un peu le cercle des poètes disparus, donc de la nouvelle génération, quoi. Donc, c'est le cercle des poètes disparus, mon top 1. Avec le très regretté Robin Williams, hein, que j'aime, qui était extraordinaire, voilà. Ethan Hawke, qui est toujours là. Robert Sean Leonard, après c'est un casting que je connais moins de tête, mais de nom comme ça, ils n'ont pas fait d'autres grands films. C'est l'histoire de Todd Anderson plutôt. Un garçon plutôt timide est envoyé dans la prestigieuse académie de Welton, réputée pour être l'une des plus fermées et austères des États-Unis, là où son frère avait connu de brillantes études. C'est dans cette université qu'il va faire la rencontre d'un professeur de lettres anglaises plutôt étrange, Monsieur Keating, qui les encourage à toujours refuser l'ordre établi. Les cours de Mr. Keating vont bouleverser la vie de l'étudiant réservé et de ses amis. C'est une comédie pendant... Donc ça dure 2h10. C'est une comédie pendant 1h40. Et après, on tombe dans le drame, mais le drame sévère. Et ça prévient pas. C'est fou, la violence. Enfin, c'est génialement joué. C'est plein de bons sentiments. C'est un film qui est important, je trouve, à voir. Qui même peut aider plein de gens parce que c'est limite un film... psychologique, mais enfin, je sais pas comment dire, mais enfin, qui peut aider, quoi, tout simplement. Le personnage donc, de Robin Williams, qui est le professeur John Keating, c'est un professeur de vie qui est tellement inspirant, aimant, qui est le prof que tout le monde rêverait d'avoir, en fait. C'est un aimant. Je comprends pas. Non, non, t'as pas compris. Je comprends J'expliquerai pas. après, en off, je t'expliquerai. Ok, ouais. Ethan Hawke qui joue l'élève timide qu'on voit évoluer, qui a une évolution géniale, avec Robert Sean Leonard qui joue Neil Perry, qui est le deuxième élève le plus important avec Ethan Hawke, quoi. Pareil, qui a une évolution dingue. Enfin, c'est génial. C'est un film qui se passe dans une école recluse, dans la neige. Enfin, c'est très Noël C'est vrai, aussi. par contre, c'est The Holdovers, quoi. Oui, non, mais c'est ce que je te dis. Il y a plein de gens qui ont dit que Je The trouve que Holdovers. le cercle des poètes disparus a plagié The Holdovers. Ouais, non, il y a 20 ans d'écart. The Holdovers, c'est arrivé 20 ans après. Enfin, bref. Mais du coup, il y a plein de gens qui disent The Holdovers, c'est le 5 des poètes disparus, quoi. Donc, si t'as aimé
The Holdover, tu vas aimer Le 5 des poètes disparus. Et moi, si j'ai aimé Le 5 des poètes disparus, je pense que je vais aimer The Holdover. Ah, mais moi, faut que je Donc, le voie parce que ça fait partie des chefs-d'œuvre évidemment. Et puis bon, le réal, Peter Weir, est-ce que tu sais ce qu'il a réalisé? eh ben, je vais regarder tout de suite. Euh, Il a réalisé le Truman Show. Donc, Ah oui. voilà, faudrait que je me renseigne. Mais voilà, oui, il faut que je regarde le Cercle des potes disparus. Et du coup, bah, je savais pas que c'était proche de The Holdovers. Et du coup, bah, ça me donne envie. C'est vrai que là, décembre, janvier, j'ai regardé beaucoup de films qui étaient nommés pour les Golden Globes, les Critics' Choice, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de 2023. Et voilà, là, on a eu Past Lives, on a eu The Holdovers. Je ne sais plus de quoi j'ai parlé. Également Dream Scenario qui était nommé. J'ai regardé Salburn, j'ai regardé Maestro. Voilà, Bottoms même. Donc, Le Garçon et le Héron, enfin bref. Donc là, voilà, j'ai un peu enchaîné tout ça, mais après, je reprendrai parce que c'est vrai que là, j'ai beaucoup parlé de films de cette année, mais après, je reprendrai voilà, forcément des films de toute génération, si tu me permets l'expression. Tout à fait, tout à fait. Et ben voilà pour ce podcast du mois de décembre 2023, dernier podcast du mois de l'année 2023. Nous, on se retrouve du coup assez vite pour le podcast de janvier, qui sortira bel et bien début février cette fois-ci. Et puis comme je disais, voilà, on se retrouvera également pour les prédictions des Oscars, des Césars, et pour notre top 10. On fera top 10 films et séries, mais dans la même vidéo pour pas se faire chier la bite. Et bah, les Emmy Awards, ils commencent dans 9 minutes, la team. Donc nous, on vous laisse comme si on était en live, tu sais. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. Et on se retrouve très très vite pour parler de cinéma par rapport au nom de la chaîne. A très vite. Bye tout le monde. Bisous.